Yann a toujours été passionné d'automobile. Pourtant, ce n'est qu'à 26 ans qu'il a tout quitté pour vivre de sa passion. Comment grandir avec un père violent ? Comment vivre de sa passion ? Comment créer le podcast auto numéro 1 en France ? Autant de questions auxquelles répond Yann dans cet épisode. Salut Yann, comment vas-tu ? Très bien, merci Chloé de me recevoir. Merci à toi. Donc c'est un peu original aujourd'hui, c'est la première fois qu'on enregistre dans une voiture. Donc merci pour ce cadre plutôt sympa. Je commence toujours de la même manière, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Alors j'ai grandi pour mes 10 premières années, dans un petit village dans le sud de la France, à côté de Grasse, sur la Côte d'Azur, l'arrière-pays niçois. Et pour ce que je fais aujourd'hui, écoute, j'ai créé un podcast qui s'appelle Dans la boîte à gants, qui est devenu un petit peu la référence, on va dire, francophone auto-moto, pour les passionnés. Mais si tu veux, c'est un peu comme ce que tu fais aussi, c'est des histoires humaines avant tout. L'auto, la moto n'est qu'une excuse. Et puis j'ai d'autres business à côté qui sont un peu créés tout autour de ça, si tu veux. Super, on va essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vraiment qui tu étais enfant. Donc, qu'est-ce que tu aimais faire et de quoi tu rêvais ? C'est une super question. Alors en fait, si tu veux, moi j'ai pas forcément énormément de souvenirs de ma toute petite enfance. Non pas que j'ai vécu une enfance malheureuse en soi, mais on va dire que j'ai vécu quelques traumatismes qui ont fait que j'ai des coupures. C'est comme si l'électricité avait disparu. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les voitures. Te dire que quelqu'un a une incidence là-dessus, je pense pas. Mon père, donc qui est malheureusement à l'origine de beaucoup de ces traumatismes, a eu quelques caisses cool, mais était pas passionné de caisses. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est peut-être la seule chose qu'on a un petit peu partagée. C'était que il avait des caisses sans être des caisses très chères du tout. Mais tu vois, des 205 GTI, des choses comme ça parlera peut-être à certaines personnes. Oui. À l'époque, ça valait rien du tout. Hein. Et moi, c'était toujours le truc le côté mécanique, le côté odeur, le design, le bruit, tout ça, ça m'enchantait complètement. Et depuis que j'ai 3 ans, je pense, je suis obsédé par ça. C'est-à-dire que je lisais tous les magazines, je connaissais par cœur tous les prix des voitures, des sorties. C'est-à-dire la voiture dans laquelle on est à l'heure actuelle, donc une BM somme toute classique. À l'époque, j'aurais pu te dire, avec telle option, ça vaut tant, enfin, un malade mental, tu vois. Oui, t'étais passionné, quoi. Ouais. Mais t'es petit, tu peux pas conduire. Je reconnaissais les voitures à leur phare dans la nuit à 500 mètres. Enfin, c'était une obsession, tu vois. Et je pense que je me suis un peu réfugié là-dedans parce que, effectivement, j'avais des difficultés relationnelles avec mon père, qui justement est quelqu'un, si tu veux, qui a, à mon sens, maintenant avec le recul, eu la vie qu'il ne voulait pas avoir. C'est-à-dire, il avait plein de rêves, il est jamais allé au bout de ses rêves. Et moi, je pense au contraire, petit, j'étais très très rêveur, je suis toujours. Et j'avais peut-être cette frustration de me dire, tu vois, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit, tu peux croire en tes rêves, il faut le faire, tu vois. Ça arrivait bien plus tard. Donc, j'ai très vraiment, je te le disais en off, mais j'ai que des vagues voiles de mon enfance. J'ai pas trop de souvenirs. Et puis après, mes parents sont séparés, je suis parti à Rennes avec ma mère. Et là, je suis passé d'un petit village de 800 habitants dans le sud à une grosse ville, quartier HLM, etc. Gros changement. Et très gros changement, multiculturalisme. Et je pense que j'ai pris une bonne claque et d'une certaine manière, c'est un peu là que ma vie a vraiment commencé. Un peu dans la douleur au début, tu vois. Mais j'ai découvert plein d'autres choses, tu vois. Mais tu sais de quoi tu rêvais à ce moment-là ? C'est une bonne question. Comme je te disais, en fait, j'étais très rêveur, mais en même temps, je m'interdisais de rêver. Il y avait cette espèce de dualité, tu vois. Et j'ai du mal Je rêvais d'être riche, ça c'est sûr. Ça, c'est depuis que je suis tout petit, tu vois. Tu sais d'où ça vient ? Foncièrement, non, parce que, pour te dire, j'ai grandi dans une famille très à gauche, plutôt. Ma mère étant prof, mon père l'était aussi. L'une par passion, l'autre par dépit. Et très à gauche, presque anarchiste, tu vois. Et quand t'es petit, si tu veux, tu suis tes parents. Moi, j'ai grandi dans les manifestations à casser des cuillères en bois sur des casseroles, tu vois. Sur la promenade des Anglais, ça y allait avec la CGT afro, tu vois. Mais tu te retrouvais pas dans ce modèle ? Quand t'es petit, moi, j'étais content d'être avec ma maman et de taper sur une cuillère en bois et dire à bas les puissants, quoi, tu vois. Et puis, il y a un truc qui est arrivé assez tôt dans ma vie, c'est que j'adore le commerce, en fait. Mais très petit,
j'adorais le concept de convaincre quelqu'un qu'il a un besoin et qu'il achète finalement la chose que tu lui proposes. Alors au début, ça commence par des choses comme, je pense, beaucoup d'enfants, tu sais, à créer des espèces de petits marchés avec des légumes et tout. Ça aussi. Et moi, j'étais comme un ouf, quoi. Enfin, vraiment, ça avait une importance plus, je pense, plus marquée que pour mon petit frère, par exemple, qui a pas du tout ce côté-là, qui plus lui va être médecin, tu vois. Euh, et ouais, je crois que c'est ma mère qui m'a raconté il y a pas longtemps. 5-6 ans, tu sais, on demande souvent dans les classes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, je disais millionnaire. Ah oui, Moi, donc je c'était disais vraiment millionnaire. juste être riche, quoi. Et ma mère comprenait pas, quoi. Ouais, elle devait se était dire, en mais panique. il vient d'où? Elle disait, mais je l'ai mal éduqué, c'est pas possible, c'est pas mon fils. Et t'avais des modèles autour de toi qui Aucun. pouvaient te faire rêver? Aucun. Dans ma famille, enfin, si, j'ai des grands-parents qui avaient un peu d'argent parce que j'ai de la famille un peu, enfin, ils sont tous partis maintenant, mais chirurgiens. Mais c'était loin d'être des bons gestionnaires ou des bons businessmen ou quoi que ce soit. Sans méchanceté aucune, souvent les médecins sont les pires gestionnaires de la Terre. Et ça, c'est un autre débat. Non, pas de modèle particulier, mais juste une envie. Tu sais, je pense que ça arrive à beaucoup d'enfants, mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être d'une certaine manière ce qui, en tout cas, moi, dans mon esprit, m'a rendu peut-être un peu unique. C'est que j'avais cette rage, ce besoin d'avoir très tôt une vie différente, de rêver de beaucoup de choses. Alors oui, ça passait par l'argent, le succès, etc. Puis plus j'ai grandi, plus ça s'est canalisé, tu vois, ça a mis du temps, mais sur des choses qui, à mon sens, sont peut-être un peu plus, font plus évoluer, ont plus de sens, tu vois. Je pense que tout ça vient de ce mal-être que j'avais petit, sans rentrer dans les détails, si tu veux. J'avais un père violent, encore une fois, qui a pas eu la vie qu'il voulait avoir et qui le faisait payer à tous les autres, en fait, et qui était foncièrement, qui est foncièrement une mauvaise personne. Je vois plus depuis très longtemps. Et t'as été en contact avec lui quand t'as déménagé justement à Rennes? ouais, tout à fait. Ouais, mes parents s'étaient séparés et moi je descendais dans le sud pour le voir avec mon petit frère. Donc j'avais 10 ans et je traversais déjà la France, tu vois, en TGV. Et pour t'étais aller le voir. l'aîné J'étais l'aîné, de ouais. la fratrie. Ça aussi, je trouve ça, Ouais, bien sûr. Et puis ça si veut tu dire veux, beaucoup. mon père n'a jamais eu de problème avec mon petit frère, ça a toujours été avec moi et au blocage. Et donc forcément il y a eu aussi une incompréhension petite de pourquoi moi et pourquoi je suis un bon à rien, tu vois. Et je pense que ça a me donné une rage et un caractère. Enfin, mon petit frère, on est très différents et je suis très fier de lui maintenant, mais on est totalement les opposés. On se ressemble sur plein d'autres choses, mais tu vois, lui, le business ou quoi que ce soit, c'est un truc, lui en parle même pas, quoi. Ouais, vous êtes différents, quoi. On est très Tu différents. renvoyais sûrement à ton père tout ce qu'il avait pas fait, justement. Ah, je pense pas, parce que ou alors peut-être qu'il le voyait déjà petit, peut-être, j'en sais rien. J'ai arrêté de me torturer l'esprit avec ça. J'ai fait beaucoup de psychanalyse, etc. Et je suis en paix avec tout ça maintenant. Je dis ça à l'heure où il est plus ou moins en train de partir, donc c'est vraiment des questions tu vois qui sont reposées à la surface pas plus tard que ce week-end. Mais je suis vraiment ok avec ça. Et comment t'évolues quand t'arrives à Rennes, où Ouais. là tout change pour toi? Tu passes d'un petit village à une grande ville. Comment tu te comportes? Tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté, mais c'est assez classique des enfants qui ont vécu des violences, c'est que moi-même j'étais assez violent. Et vu que j'étais grand depuis que je suis tout petit, si tu veux, quand t'as un jeune âge et que t'es grand, tu domines, si tu veux. Il y a pas encore vraiment de développement musculaire, de la force, etc. Et donc dans mon village, je suis un peu le caïd, tu vois, qui martyrise tout le monde. Et quand j'arrive à Rennes, bah là c'est pas pareil. T'arrives dans un quartier, un quartier HLM avec, je te dis, un multiculturalisme. Moi j'avais un an d'avance, donc là je me retrouve avec des mecs qui ont plus redoublé. C'est limite, je suis en CM1, il y a des mecs qui arrivent en scooter avec de la barbe. Je caricature, mais c'est presque vrai. Et je comprends que je suis plus du tout le plus fort, tu vois. Donc il y a un switch qui se fait aussi à ce niveau-là. Ça paraît totalement hors sujet, mais en vrai ça l'est pas tant parce que je passe d'un statut, si tu veux, où je te dis, je suis le petit caïd à un autre où en gros, je me calme, je suis plutôt très à l'aise à l'école, sans rien foutre. Donc j'ai ce statut d'intello, qui est pas forcément le meilleur statut dans un quartier, tu vois. Pas du tout. Ouais. Donc j'apprends à beaucoup me défendre avec les mots. J'écris beaucoup de poésie. Je fais beaucoup de concours d'écriture, des choses comme ça. J'ai toujours peut-être moins maintenant, mais tu vois, j'écris un bouquin maintenant, donc il faudrait que je me remette là-dedans. Mais j'ai toujours bien aimé écrire, ouais. Ça, tu le tiens de ta maman. Ouais, côté artistique. Je pense. Elle lit beaucoup, donc ouais. Moi, je lis pas du tout, par contre, tu vois.
Et donc ouais, les années évoluent comme ça. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours entre Rennes et le sud où habite mon père. Toujours, toujours très difficile comme trajet. C'était une époque en plus, si tu veux, où les lignes directes n'existaient pas. Donc il fallait 12 heures, tu vois, pour descendre dans le sud. Donc c'était enfin toutes mes vacances étaient sacrifiées là-dedans. Je n'étais pas heureux d'y aller parce que je savais que ça allait mal se passer. Donc je cherchais tous les moments d'évasion. Tu vois, typiquement, j'allais beaucoup à la pêche quand j'étais dans le sud, parce que je partais toute la journée tout seul faire de la pêche, et je sais que moi j'étais peinard, j'étais avec mes petits vieux qui sur la côte, tu vois, je prenais mon bus. Ça c'est bon, ça n'a rien à voir, je sais pas pourquoi je te raconte Ouais, ça, mais mais t'étais hyper indépendant très jeune. toujours, ouais. J'avais mon monde, quoi. Et j'ai cette recherche d'identité, tu vois. Et puis les années passent, collège, lycée. Collège, toujours bon élève, mais sans rien foutre. Et puis lycée, écoute, c'est l'année où, voilà, les années où tu commences, tu sais, t'as besoin de te prouver des choses, tu commences à avoir des filles, tu commences à pas mal sortir, machin. Et puis moi, j'étais toujours le petit jeune, tu vois. Je traînais avec des mecs plus vieux, mon meilleur pote a 2 ans de plus que moi. Moi, je faisais très jeune en plus, physiquement, tu vois. Et puis tu grandis, et puis ça y est, t'as l'impression que ça y est, tu deviens un mec cool, tu Ouais, vois. c'est ce que Moi, je j'allais voulais dire. être un mec cool, quoi. Et donc les études, forcément, en ont un peu pâti. J'ai eu mon bac, et je suis désolé de le dire, maman, si t'écoutes, mais j'ai triché pour le bac. Et Ouais, donc là, tu devenais un peu plus rebelle, quoi. ouais, T'es clairement. plus l'enfant. J'avais l'impression en fait, de l'être déjà depuis très longtemps et de devenir celui que je voulais être, tu vois. Alors, foncièrement, j'étais pas tellement vrai, mais c'est un autre débat. Et puis, il y a toujours ce côté, je veux faire de l'argent, tu vois. Donc, j'avais monté des petits business. Alors, au début, ça commence par vendre tout et n'importe quoi sur le bon coin. Et puis, ça finit avec un espèce de, je sais même pas comment je pourrais appeler ça. Est-ce qu'il y a prescription? Oui, il y a prescription, c'est bon. Je risque rien. Un espèce de, je sais pas les bons termes. C'est pas un réseau de recel parce que c'est pas le bon terme, mais en gros, si tu veux, je devais avoir 14 ans et j'étais allé voir un peu vu que je vendais beaucoup de matériel, trouver à droite à gauche, jamais de vol, jamais d'agression, jamais de drogue, si Ça je va, préfère le dire. déjà. Mais je suis allé voir en fait les éboueurs, si tu veux, de la déchetterie d'à côté de chez moi. Et du haut de mes petits 14 ans ou 15 ans, tu vois, je leur ai dit, bah voilà, en fait, je vous donne 50 balles par mois, parce que c'est des gens qui ont des petits salaires, tu vois. Je crois que c'était 50 balles. Je sais plus comment j'avais fait le truc. Si vous me sortez du matériel de la déchetterie qui est en bon état cosmétique, qui est vendable. Mais à Et quel moment t'as une idée comme ça, par contre? parce que je crois que je m'étais rendu compte, si tu veux, que le matériel, c'était l'époque des MP3 encore, tout ça, ça se vendait super bien, et que les gens avaient tendance à jeter pas mal de choses qui soit marchaient encore, soit avaient été en bon état. Et je le dis franchement avec beaucoup de honte maintenant, je cherchais pas à savoir si le matériel marchait ou pas, je cherchais juste à le Oui. vendre, etc. Et in fine, ça commençait à pas mal prendre ce truc-là, tu vois. Et en parallèle, dans mon lycée, il y avait plein de gens bien plus fortunés que moi dans le lycée, tu vois. Et moi, j'étais devenu un peu le vendeur pour le compte de ces gens-là, tu vois, qui avaient plein de trucs cool à vendre. Ils avaient la flemme. Moi, je prenais une com, je prenais 15%, un truc comme ça sur. Oui, donc en fait, très jeune, t'as commencé avec l'entrepreneuriat sans vraiment mettre de Ouais, mots dessus, mais c'était ça ouais. très jeune. Mais bon, après, si tu veux, j'ai dû faire ça peut-être 1 an, mais je te passe les détails, mais plusieurs fois, je vendais le truc, je courais, parce que je savais que ça marchait pas, mais je partais en fuite en bus, donc c'était ridicule comme fuite, si tu veux, si le bus partait, enfin bref. Chaque fois, je donnais rendez-vous très loin de chez moi pour pas prendre de risques, bref. Et puis après, si tu veux, en grandissant, je me suis rendu compte que majoritairement, les gens à qui je vendais des choses qui foncièrement ne marchaient pas, et vraiment, je suis pas fier, bah, c'était des gens qui étaient pas forcément plus riches que moi, parce que, bah, malheureusement, les gens les plus facilement arnaquables sont souvent les Les plus personnes qui naïfs. sont les plus naïves, les moins éduquées, etc., etc. Et puis à un moment, ça commençait à me poser un problème éthique en me disant, mais t'es un sombre connard, quoi. Et puis voilà, j'ai arrêté. Euh, mais ce côté vente, en fait, au-delà de l'argent, j'adorais ça, en fait. Ouais, c'était le relationnel et le fait de vendre quelque chose à Exactement. quelqu'un. Convaincre quelqu'un qu'il a besoin de ce produit ou ce service, en l'occurrence, là, un produit. Et ouais, j'adorais vraiment ça. Et là, ça commence un peu à émerger en toi où tu te dis, je vais travailler un peu plus dans ce secteur ou pas du tout? Pour tout te dire, à ce moment-là, moi, mon rêve, c'est de faire une école de commerce, mais j'ai une vision, encore une fois, financière qui est un peu... je me dis jamais, je vais faire un crédit pour faire une école de commerce. Tu vois, dans ma tête, c'est pas possible. Parce que j'ai pas grand-chose et je veux pas partir avec des dettes tout de suite. Du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un dossier de merde. Bah, je vais en fac de droit. Parce que fac de droit, on m'a dit, ouais, tu peux faire de l'argent. Avocat, ça a l'air stylé.
parce que t'es libre, tu fais de l'oseille, c'est super. Et du coup, le problème, c'est que la fac, c'est la liberté. Je suis dans une époque de grosse rébellion. Donc, première année, je fous rien. Je retape, évidemment. Je passe ma vie en boîte. C'est un carnage. Et là, avec tes parents, du coup, c'est encore plus compliqué. Si tu veux, ouais, avec ma mère. Alors, mon père, je le vois déjà... Si, je le vois encore un petit peu, mais très peu. Mais j'écoute pas. Ça fait longtemps que il me donne des conseils ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, encore une fois, il en a pas vraiment beaucoup à me donner. Ma mère, c'est la figure d'autorité qui fait père et mère, en fait. Et ouais, elle est un peu dépassée, quoi. Mais comme beaucoup de mères, je pense, seule, avec 2 mecs, dont un qui part un peu en cacahuète. Encore une fois, partir en cacahuète Oui, sans aller dans les je extrêmes fais de non mal plus. à personne, je fais pas de délit, tu vois, voilà. Mais ouais, je suis perdu, quoi. Je suis perdu. T'as un choc entre ce que je veux être, qui j'ai envie d'être, et ce que je suis vraiment et ce que je fais vraiment, tu vois. Est-ce que t'as pas de modèle qui fait C'est que ça. Et puis t'arrives à... je suis pas fier de moi parce que franchement, je me bouge pas spécialement le cul, et je stagne, quoi, tu vois. Comme beaucoup, je pense, À cette période-là, oui. ouais, de jeunes à qui tu demandes de savoir ce qu'ils veulent faire alors que on leur a jamais donné les outils pour savoir vraiment ce qu'ils veulent faire, tu vois. En tout cas, tester des choses. Et devenir bon. Apprendre quand tu es passionné par quelque chose ou quand tu fais quelque chose, peu importe la manière, de devenir excellent dans ce que tu fais. Tu vois, si un jour j'ai des enfants, s'ils ont envie de devenir boulanger, ils seront boulangers. Par contre, mon gars, t'as intérêt de devenir le meilleur boulanger du monde. Oui, c'est ça, c'est se donner à fond pour ce que t'aimes faire, quoi. Exactement. Et Et tu finis par travailler quand même? ouais, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu un coup du destin, parce qu'avec le recul, je me dis que c'était une bonne chose. Un soir, complètement bourré, je décide avec des potes de faire un espèce de concours de bras de fer avec des gens qu'on ne connaît pas dans la rue, sur un pylône en béton. Et moi, bourré comme pas possible. Faut pas oublier que j'habite à Rennes à ce moment-là, donc l'alcool, c'est un sujet qu'on maîtrise. Je me rends compte maintenant avec le recul à quel point, putain, on se mettait c'était des sacrées quantités. Et en fait, si tu veux, moi, je suis gaucher, je suis épais comme un cap de frein à main, et La référence. ouais, et voilà, bourré, tu sais, tu te sens pousser des ailes, donc tu chambres. Et je prends le bras gauche, comme ça, tu vois, j'ai jamais fait un bras de fer de ma vie. Et je suis sur ce espèce de pylône en béton, comme ça. Et puis je force. Et en fait, mon muscle se bloque. C'est l'os qui prend toute la tension et ça fait PAH, un énorme bruit. Mais genre des gens qui l'ont entendu à 400 mètres, sans blague. Et en fait, j'ai un deuxième coude, tu vois. J'ai l'humérus, pour ceux qui connaissent. C'est le plus gros os du bras, qui est cassé en deux. Pas de fracture ouverte, mais explosé en deux à ce niveau-là. Avec une fracture, ce qu'on appelle spyroïdale. Je connais très bien les bras maintenant, parce que Oui, du coup. je fais beaucoup de bêtises plus jeune aussi, des sauts, des cascades, donc j'ai eu beaucoup de fractures. Et tu vois, là, j'ai encore une fracture, je me fais opérer la semaine prochaine. Et donc, en fait, ton os, ça veut dire il a tourné, en fait. Il s'est explosé et il a tourné en même temps. Et quand tu as une fracture de l'humérus en plein milieu, tu es obligé de te faire opérer parce que c'est un os qui est trop important et il peut pas se recalcifier tout seul. Donc, je vais à l'hôpital, je reste une semaine à l'hôpital parce que ils traînent pour m'opérer, enfin, c'est un carnage. Et lors de l'opération, en fait, c'est un peu comme Docteur Maboul. Si tu veux, il y a tellement de nerfs que les mecs, ils titillent un peu trop un nerf pendant l'opération. Résultat, je me retrouve paralysé de mon poignet pendant plus d'1 an. Donc, il faut que t'imagines que mon poignet, il retombait tout le temps comme ça. J'avais une attelle pour le soutenir. Et au bout de 6 mois, à force de voir plein de médecins différents, ils me disent, monsieur, on est désolé, mais ça va pas revenir, quoi. Tu réagis comment? Et là, t'as 18 ans. C'est ça. Et on te dit, tu vas être handicapé à vie. Et moi, en fait, dans ma vie, là, ça a été un déclic, comme un moteur en mode, les gars, pas du tout, en fait. Je pense que vous avez pas compris, j'ai 18 ans. Il n'y a pas un cas où je retrouve pas moi. Et je faisais beaucoup de kiné, hein, c'est-à-dire quand je dis beaucoup, c'est tous les jours. Et je deviens assez pote avec mon kiné, d'ailleurs. On a fait un peu de business ensemble, c'est un autre débat. Et en fait, ouais, finalement, petit à petit, grâce à des traitements à base d'électricité, de manipulation, beaucoup de souffrance quand même parce que c'était très dur. Ça m'a remis dans un mood où en fait, si tu veux, j'avais un objectif. L'objectif c'était récupérer mon bras en l'occurrence, mais ça a un peu changé mon mindset et ça, c'est intervenu vraiment fin de la première année où je faisais de la merde, où je savais de toute façon que c'était déjà fini pour moi. Hein. Je crois que j'ai fini. Si tu vois, il y a les classements en droit, j'ai dû avoir 6 de moyenne. Ouais, c'était la cata. C'était catastrophique, tu vois. Tous ceux qui étaient derrière moi, c'était juste des gens qui avaient abandonné littéralement, tu vois. J'étais vraiment nul. Et ça me remet dans un mindset où l'année suivante, je suis toujours pas passionné par le droit, mais en fait, je veux me prouver que si je veux, je peux.
Et c'est l'esprit compétiteur, tu vois, plus. Je voulais pas être même vu comme un naze et tout. Donc là, tu te mets à retravailler, De ouf, faire ta rééducation, à fond. et t'as un vrai objectif. À fond, et puis tu vois, c'est l'année où je performe de ouf en droit. Je crois que je fais top 10 en deuxième première année. Donc je dois avoir plus de 15 de moyenne. Enfin, avec tous les enfin, tous les meilleurs, quoi, tu vois. J'ai jamais refait depuis. C'est le moment où je me suis prouvé que je l'avais fait. C'est ça, en fait. Il fallait se prouver que tu y arrivais. Ça m'intéressait plus du tout. Et donc, si tu veux, j'ai quand même poursuivi après deuxième année, troisième année. Pas brillamment, mais correct. J'avais compris la logique. J'ai jamais eu besoin de trop travailler, donc ouais, je retenais très vite le truc. J'essayais de comprendre les automatismes et tout. Quand on dit le droit, c'est par cœur, c'est pas totalement vrai. Mais je retenais vite. J'ai une mémoire photographique et je retenais assez vite. Et voilà, donc les années passent. J'ai une certaine stabilité, mais je sais foncièrement au fond de moi, si je suis un peu honnête, je sais que c'est pas fait pour moi, tu vois. Et je cherche déjà des échappatoires, puisque l'année suivante, je pars, donc première année de master, je pars en Erasmus, à Cardiff, parce que je suis nul en anglais, et je me dis, faut battre ce complexe. C'est pas normal de pas savoir parler anglais à notre époque. Et c'est la première fois que tu pars à l'étranger? Seul? Seul, oui. Seul, oui. Ma mère nous a fait un peu voyager, mais seul, oui. Puis c'est quelque chose qui, voilà, je voulais mon indépendance. Je voulais vivre mes trucs. Je crois que je suis parti avec l'intention, même pas de valider mon année, mais juste parler anglais, vivre un truc. C'est ce que j'ai fait. Et donc c'était en 2014. C'est la Coupe du Monde de rugby. Et tu vois, ça m'a donné une opportunité business, encore une fois. C'est que je me suis rendu compte sur Airbnb que, un peu à la même manière pour les JO, sauf que ça a pas très bien marché cette année. Beaucoup de gens pensaient pouvoir louer leur appart super cher et tout. C'était pas vraiment le cas. Par contre, moi, en Cardiff, dis-toi, je suis en coloc avec 4 nanas que je ne connais pas, mais tu sais, tu trouves des colocs sur internet. Les italiennes, espagnoles, avec qui j'ai pas forcément eu plus d'affinité que ça. Puis en plus, 4 nanas, c'est compliqué quand t'es le seul mec, elles se lient un peu contre toi. Bien sûr. Bref. Mais moi, si tu veux, très vite, le proprio, je me rends compte que c'est un gars qui gère plein d'apparts, mais qui est pas très, comment dire, un peu marchand de sommeil, si tu veux, sur les bords. L'appart a beaucoup de problèmes. Ouais, il fait du business. Il fait du business au détriment vraiment des gens. En tout cas, il m'en fallait pas plus pour moi avoir aucun scrupule et me dire, vas-y, je vais faire une sous-loc de ma chambre en coloc. Et là, je regarde un peu ce qui se fait et les tarifs sont fous, tu vois. Et pour te dire, pendant une semaine, j'ai sous-loué ma chambre en reversant une petite somme à mes colocataires pour qu'elles se taisent, évidemment. Je devais leur verser 50 balles chacune et moi, je devais prendre 8 ou 900 euros par nuit. Ah, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme, et j'ai fait ça pendant une semaine. Je me suis fait balancer, je ne sais pas par qui. Mon landlord, donc mon proprio, a su. Il a voulu me mettre la pression, etc. pour me jamais céder. Et pour la petite histoire, cette somme m'a permis de partir après aux États-Unis pendant mon année à Cardiff où je foutais rien en cours. Je faisais que voyager, je suis parti en Irlande et tout. Je fais des road trips. Enfin, j'ai vécu une vie cool. La vraie vie d'Erasmus, quoi. Exact. Et du coup, je suis revenu avec un vrai niveau d'anglais parce que pour le coup, je m'étais fixé une seule règle, c'est de ne parler avec aucun Français. Mais vraiment. Bravo, parce que c'est pas le plus simple quand on est en Erasmus. Ouais, je suis très content parce que j'étais vraiment quand je te dis une bille, c'est que quand je suis arrivé, on me posait une question, il fallait 15 minutes pour comprendre la question et le mec était déjà passé à autre chose. T'as réussi à te faire des amis assez facilement? Ouais, parce que c'est mon caractère, je suis très sociable et c'est peut-être la seule chose que je sais vraiment faire, c'est créer des liens avec les gens. Je me souviens notamment d'un gars que j'ai pas revu depuis, tu vois, qui s'appelait Xavi, donc un Espagnol qui vivait à Cardiff depuis très longtemps, qui parlait l'anglais comme un Espagnol, c'est-à-dire très très vite. Et moi, c'est la première fois qu'il parle, je comprenais rien, mais il a dû se prendre d'affection pour moi alors qu'on communiquait pas parce que vous arriviez pas. Bah non, j'arrivais pas du tout, je parle pas un mot d'espagnol non plus, donc. Et je l'ai revu, tu vois, 3 mois après à Edinburgh, donc c'est comme ça qu'ils disent, mais c'est Édimbourg, quoi. Et à faire une visite de whisky, des manufactures de whisky complètement arrachées. Et d'un coup, on se croise, parce que c'était des groupes d'Erasmus, etc., tu vois. Et lui, il allait toujours, même s'il était plus âgé, pour aller chercher les petites meufs et tout, tu vois, le classique. Et c'était un petit chineur, et on se retrouve à parler et tout, et d'un coup, il s'arrête et il me dit, mais you speak English? Et forcément avec un accent espagnol.
Et je dis, bah ouais, putain, je parle anglais. Ça y Ça est, y est. en 3 mois, du coup, tu parles Ouais, anglais. évidemment pas exceptionnel, mais Non, mais t'arrives à te faire comprendre. ouais, t'as une phase énorme où ton cerveau, il bouillonne de fou pendant 2 mois parce que tu comprends rien, tu prends trop d'infos. Et puis, je pense qu'à partir de 3 mois, tu commences à rêver en anglais, tu commences à, C'est ça. et ouais, là, après, je sais plus, évidemment, j'ai perdu un peu, je pense, mais j'ai toujours une base, très correcte, qui me permettra, du coup, de faire des interviews en anglais, je pense. Et à ce moment-là, ça te donne d'autres perspectives? Le fait d'être parti, d'apprendre l'anglais, ou tes objectifs sont toujours les mêmes? Bah, en fait, si tu veux, je reviens en droit. À ce moment-là, je refais un master 1 parce que si tu veux, de toute façon, le common law, donc c'est le droit britannique, n'est pas valable en France, donc c'était Ok. déjà prévu comme ça. En plus, j'avais pas validé mon année, mais j'en avais rien à foutre. Mais là, je capte, si tu veux, que vraiment, je le vis dans la douleur, ce master. Je suis pas heureux du tout. Je me rends compte que j'étais là pour les mauvaises raisons, à savoir faire du fric, et sans réelle raison. Foncièrement, en plus, j'ai fait des stages entre-temps. Je me rends compte que les mecs, ils font pas, la plupart, pas tant de fric que ça, que la liberté que je croyais derrière le métier d'avocat n'est pas vraiment existante, que c'est tous plus ou moins je parle de droit, des affaires, des mecs qui passent leur vie derrière leur bureau, seuls, avec très peu de contacts, avec des costards mal taillés et tout. Je me dis, waouh, c'est pas du tout mon monde. Et là, tu réagis comment? Parce que du coup, tu te dis, j'ai fait 5 ans d'études pour quelque chose qui, au final, m'attire pas du tout. Bah ouais, je me dis comment je vais convertir ça, comment je vais valoriser tout ça. À ce moment-là, moi, je suis en coloc avec mes meilleurs potes. C'était un rêve qu'on avait un peu, de se faire. Je suis trop Classique, content de ouais. l'avoir fait, quoi. Et on avait une maison, tu vois, qui allait être détruite parce que c'était un gros plan de promotion immobilière. On avait trouvé un deal de fou, genre on payait rien, la baraque était folle, jardin et tout en plein Rennes. On faisait des soirées de malades, la plupart des gens s'en souviennent encore. On donnait des bombes de peinture et des marqueurs aux Ouais, gens vous quand ils aviez poussé rentraient. vraiment le truc. On a poussé le vice. Et d'ailleurs, ils nous ont fait un sale coup, l'agence immobilière, c'est qu'à la fin, quand on a rendu la maison, alors qu'elle allait être détruite, je sais pas pourquoi, vraiment, je saurais jamais, mais je pense pour nous faire chier, ils ont dit, vous repeignez tout, vous remettez tout en état. Et là, je peux te dire, bon, on garde des bons souvenirs, mais Oui. ça a été opération commando, tu vois. Bref, et du coup, je suis dans une époque où je vis de manière très libre, tu vois, avec mes potes. Et eux il y en a qui sont déjà dans la vie active. Enfin, il y a différents profils. Et, et ouais, à ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse autre chose. Et je pense à commissaire-priseur, tu vois. Donc, pour les gens qui connaissent pas, un commissaire-priseur, donc c'est les personnes qui sont dans les maisons de vente. C'est des professions réglementées. Il y en a très peu en France. Il y en a plus de 600, mais c'est très compliqué de l'être. Et donc, c'est des gens qui vendent des objets avec le marteau, tout ça. Enfin, il y a toute cette imagerie qui me plaisait beaucoup. Ma mère étant prof d'art plastique, moi et toujours une culture un peu artistique, je me suis dit, vas-y, c'est cool. Et je me présente à la commissaire-priseur, dont je tairai le nom à Rennes, parce qu'il y en a qu'une, donc on va se tomber. Et pour une demande de stage, en fait. Et elle me dit, bah, en fait, pas du tout, parce que moi, j'ai 100 demandes de stage, pourquoi je te prendrais toi? Et tu vois, bah, là, ça argumente. Et puis là, d'un coup, elle a, elle a le malheur de dire que elle aimerait bien développer une spécialité, à savoir l'automobile. Et elle n'y connaît rien. Et là, elle aurait jamais dû dire ça, parce que moi, Ouais, c'est ma passion depuis c'est que je suis tout ta petit. passion. J'ai jamais lâché, ça a toujours été la chose que j'ai jamais lâché. Tu vois, autant j'ai fait beaucoup de sport, notamment du badminton, en compétition à assez bon niveau, et après j'ai lâché. Mais l'automobile, vraiment, C'est le c'était fil la constante. conducteur. Ouais. Et pourquoi t'as pas cherché à bosser dans l'automobile? Parce que j'ai jamais eu d'amis là-dedans, j'ai jamais eu de contact là-dedans, et je me suis toujours dit que c'était impossible. À ce moment-là, je me suis toujours dit, c'est du rêve. Les gens qui en vivent, ils ont des familles, ils ont machin. Je me suis mis des barrières moi-même. Et j'ai jamais cherché à aller les confronter, ces barrières. Oui. Donc, pour moi, la bagnole, c'est un milieu... vraiment, je crois que j'ai jamais partagé cette passion. J'en ai même... Il y a autre chose, c'est que j'en ai même honte. On m'a mis cette image dans la tête. Je pense que ma mère... ça lui plaira pas d'entendre ça, mais si elle écoute, mais... elle m'a toujours dit que c'était un peu un truc de beauf, tu vois. Et je pense que je m'en suis un peu convaincu, donc je vivais ça vraiment dans mon coin, quoi. Je voulais Ouais. pas en parler, je voulais pas qu'on me stigmatise pour ça. Ouais, il y avait peut-être une forme d'un peu de honte. Oui, Mais sûrement. c'était plus fort que moi, tu vois. Je pouvais pas lâcher. Quand YouTube est arrivé, je regardais que des vidéos de YouTube sur les bagnoles. Enfin, j'étais vraiment... Oui, ça prenait quand même une grosse partie de ton temps. Ah oui, dès que... Et encore maintenant, tu vois, dès que je veux faire une pause en regardant une vidéo, c'est soit une vidéo d'histoire, soit une vidéo sur le parcours de quelqu'un, soit de la bagnole. Et avant, c'était que la bagnole. Mais que la bagnole. Contenu anglais, contenu français, contenu anglais à partir du moment où je commençais à parler anglais. J'étais trop content.
Je trouve ça fou quand même que ça soit une passion aussi importante dans ta vie Ouais. et que tu te dises pas, bon, je vais en faire mon quotidien, quoi. Tu sais que c'est la plupart des gens, malheureusement, Oui, bah ouais, c'est sûr. ils ont des passions folles et ils en font jamais rien. Ouais. Je suis une exception parmi l'exception d'avoir réussi à en faire mon métier, tu vois. Donc malheureusement, je pense que c'est assez courant. Mais au moment où tu rencontres cette commissaire-priseur, Ah ouais. là, ça devient un peu une opportunité. Ouais, je me dis, ça y est, je suis peut-être. Ouais. En fait, moi, j'y vois déjà presque mon chemin qui sera, c'est-à-dire, je vais faire mon petit temps avec elle, et après, je vais monter sur Paris. Il y a des commissaires-priseurs, notamment un gars que je connais bien, qui s'appelle Mathieu Lamour, Art Curial. C'est des spécialistes de ça, donc ouais, je vais pouvoir les intégrer après, bam, bam, bam. Mais et puis c'est l'autonomie, c'est-à-dire que je me retrouve à monter une vente de bagnole tout seul, avec une liberté totale puisqu'elle n'y connaît rien. Je fais évidemment plein de conneries. C'est ce qui a d'ailleurs un peu sonné le glas de notre collaboration parce que j'ai pas aimé la relation qu'elle avait ni avec ses salariés ni avec moi en particulier parce que elle était pas elle prenait un peu tout ça pour acquis si tu veux. Je me retrouve à faire la vente et peut-être 10 minutes avant la dite vente, elle me dit bah alors explique-moi un peu les voitures qu'on a, elle s'est pas du tout intéressée. Puis dès qu'elle voit une voiture qui est une voiture d'origine, en l'occurrence une M3 CSL, c'est-à-dire une voiture assez rare, etc. Et tout ce qu'elle a à me dire, c'est oh on dirait du tuning. Et si tu veux, moi je le prends comme cracher dans la soupe. Foncièrement avec le recul, ma vente était pas terrible, mais il y avait eu du travail. Et puis elle a surtout fait de l'argent sur entre guillemets sur mon travail, tu vois. Et je crois qu'elle m'avait rétribué. Je sais plus si c'était une bouteille de champagne. Enfin, c'était vraiment, Ouais, c'était vraiment le stagiaire pas respecté, quoi. Ouais. Si bien que notre relation explose quelques semaines après au cours d'une vente où vraiment je l'envoie chier d'une manière assez magistrale, dont je suis pas peu fier. Et et c'est là où en fait je me dis bon bah ok bah je suis dégoûté de ce milieu-là. C'est un milieu aussi, ça je te l'ai pas dit, mais très aristo. Ouais. Ça me va pas. On est vraiment dans la transmission de famille en famille. Moi je me reconnais pas là-dedans encore une fois. Le petit gars d'HLM, même si j'ai foncièrement, on me le dit souvent, pas la tête de l'emploi, tu vois. J'ai ce caractère-là de petit gars un peu Oui. débrouille, tu vois. Et je me dis, putain, comment je fais? Ça va pas, mes plans. Hein, je suis toujours au casse départ et tout. À ce moment-là, t'as plus rien J'ai niveau rien, pro. j'ai rien. Et puis je me dis, ça m'a bien plu le côté mener un projet tout seul. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas un peu, quand je commence à me renseigner sur l'entrepreneuriat, les vidéos de The Family à l'époque Oui. qui explosent. On a tous commencé comme ça, je pense. Ouais, et puis je me dis, ouais, c'est cool, je comprends pas tout, mais ça a l'air cool. Et je me dis, bon, bah, j'ai jamais fait d'école de commerce, est-ce que j'en ferai pas une? Ah oui, mais t'as toujours pas de sous, j'ai toujours ce raisonnement-là. Donc, ah, bah, je vais faire un IAE. Je regarde un peu ce qui se fait. Lyon, c'est le meilleur truc sur les IAE, formation entrepreneuriat. Je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois passer un concours. Ça s'appelle le Score e-message. C'est l'équivalent des concours pour entrer en école de commerce. Je me dis, ok, là, tout de suite, faire des maths et tout. Oh là là, l'enfer. Faut faire la logique. Ah là là, l'enfer. Et du coup, je me mets à bosser là-dessus. Je crois que je prends même pas des cours particuliers et tout pour vraiment devenir une machine. Je crois que je le passe 2 fois le concours. Première fois, je suis mauvais. Je crois que le score médian, c'était 180, si je me souviens bien. C'est ça. Et je crois que la première fois, j'avais 176. Donc là, oulala, ça va pas du tout. Je me déterre et je le repasse 2 mois après. Et là, je crois que je tape le plus gros score de la session. Je fais 256. Ouais, donc comme quoi, quand tu veux, Ouais. t'atteins tes objectifs. Ouais. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, ça m'a servi à rien parce que aux entretiens, donc à Sommelier à Lyon, en fait, ils en avaient rien à foutre du score et message. Oh non. Bon, tant pis. Bon, après, au moins, tu t'es challengé une deuxième fois. Et pour la petite histoire, en fait, je peux le dire maintenant, pour rentrer dans ce master, il fallait avoir déjà un projet entrepreneurial. Donc moi, je m'en suis inventé un parce que j'en avais pas. J'ai inventé, si tu veux, j'ai créé une fausse micro-entreprise. Enfin, j'ai créé une micro-entreprise en disant que je faisais de l'achat, du conseil, de revente de bagnoles de collection. En revendant, si tu veux, mon expérience que j'avais eue en maison de vente et j'ai Et ça, t'inventes tout ça pendant l'entretien? Non, j'avais structuré un peu avant parce qu'il y avait des dossiers envoyés. Donc, si tu veux, j'avais prouvé le truc. C'était que du blabla, en fait, si tu veux. J'avais du storytelling. Je me suis rendu compte avec le recul et les années que beaucoup de mes camarades avaient fait la même chose, évidemment. Et que cette formation était pas bidon, mais si tu veux, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'était top. De rencontrer un pote qui est toujours mon pote et qui, tu vois, je vais apprendre qu'il va se marier dans pas très longtemps et qui est, je crois, le seul qui est vraiment devenu entrepreneur de ma promotion. On est 2, tu vois, à vraiment avoir un projet. La plupart maintenant sont salariés et aucun souci avec ça. Et c'est le seul dont je suis resté proche. Mais donc voilà, et si tu veux, là, je monte un premier projet, plus dans le milieu artistique.
un peu comme, en tout cas dans mon esprit, un renvoi d'ascenseur pour ma mère, tu vois. Je lui ai jamais dit comme ça et je pense qu'elle l'a jamais compris comme ça, mais c'est le cas. Donc en gros, j'organisais des soirées de musique, si tu veux, en live avec de l'art graphique en live, c'est-à-dire, je te dis une bêtise, un orchestre et un gars qui va faire du graphe dans le même lieu en fait. Et l'idée c'est que le public puisse se déplacer et même à terme avoir les deux spectacles en même temps. C'est-à-dire puisse regarder l'art graphique en même temps que la musique et essayer de trouver toujours des synergies entre les deux, etc. Et Et tu montes tout ça tout seul? non, à ce moment-là, j'ai deux gars qui sont avec moi, qui sont dans ma promo. Un qui est vraiment sérieux, l'autre qui est un énorme branleur. Et je comprends aussi ce que c'est que la détermination, le management. C'est des premiers trucs vraiment où en tout cas, j'ai les premières, comment dire, ouais, vision de ça. Et surtout, je capte que c'est paraître un peu prétentieux, mais que ouais, je suis plutôt un leader né, en fait, que j'aime vraiment, Et ça, tu le euh, savais depuis toujours ou ça... ouais, peut-être, mais tu sais, quand tu le vois pas, quand tu le constates pas, quand les gens te le disent pas, On te disait pas quand t'étais enfant que... si, mais j'avais jamais vraiment pris de risque ou de mener des vrais projets, etc., tu vois. Mais dans un groupe, tu devais déjà l'être assez naturellement. Ouais, mais je cherchais pas forcément à être dans des groupes, tu vois, donc je m'en rendais pas forcément compte. Et donc, du coup, il y a ce fameux projet qui dure 2 années avec des hauts et des bas, durant mes études, en fait, d'entrepreneuriat. Et normalement, si tu veux, l'apogée du truc, c'est de faire un festival. Sauf qu'il y a un événement qui s'appelle le Covid qui arrive. Et le festival qu'on devait faire, Ah, d'un coup, ça fonctionne moins bien. ouais, dans un jardin et tout, ça devait, donc à Lyon, ça fonctionne plus du tout même. Et donc les deux gars avec qui j'étais lâchent plus ou moins le projet, surtout un d'ailleurs. Et, euh, et on convertit, si tu veux, ce festival en festival digital. Alors sans comprendre toutes les galères que ça va être, parce que ça veut dire créer une plateforme, si tu veux, où tu recrées l'atmosphère du festival avec différentes rooms, où tu vas avoir une musique rock, une musique rap, de l'art graphique. Enfin, tu vois, on veut recréer un peu l'ambiance de nos soirées. Et puis l'idée, c'était vraiment de mettre en avant des artistes qui ne pouvaient plus se produire et des lieux qui ne pouvaient plus ouvrir. Et de reverser cet argent aux artistes qui étaient évidemment en manque. Ça a été une galère sans nom. Mais c'était assez intéressant comme projet à mener. J'avais des petits stagiaires avec moi qui étaient super, qui m'ont énormément aidé. Là aussi, management, tu vois, qui m'a bien plu. Je me suis aussi rendu compte que avoir une grosse boîte pour avoir une grosse boîte, ça serait jamais ma came, tu vois. À l'heure où sur LinkedIn, on fait rêver tout le monde en disant qu'on a levé 20 millions et qu'on a 200 salariés. Je pense que foncièrement, c'est pas les bonnes métriques. Et, euh, Et du coup, on va au bout de ce projet. Moi, à ce moment-là, je suis déjà en alternance dans un cabinet de droit des affaires, là où je m'étais promis de plus jamais retourner, si tu veux. Et pourquoi tu y retournes? Parce que Nicolas Fossel, je te salue si tu écoutes un jour, m'a convaincu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gars qui m'a contacté sur LinkedIn. Alors, foncièrement, pour les mauvaises raisons, parce qu'à ce moment-là, il pense que je suis et juriste et entrepreneur, alors que je suis ni l'un ni l'autre. Et il me dit, voilà, je vais monter un cabinet à Laval. Donc Laval, c'est une petite ville totalement paumée entre Paris et Oui, Rennes. faut vouloir déjà. Faut vouloir y aller. Moi, à ce moment-là, je suis à Lyon, tu vois. Et il me dit, ouais, j'aimerais que tu m'aides à monter ce cabinet en développant la partie commerciale. Tu serais un bon asset parce que t'as une vision du juridique et en même temps... on se connaît pas, je sais pas comment il a cette intuition, etc. C'est assez fou quand j'y repense. J'ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Et C'est le pouvoir des rencontres parce que pour le coup, il avait quand même vu juste en ton profil. ouais, pas tort, mais moi je lui dis non, et il me dit si, je lui dis non, et puis on se voit, et puis je lui dis bon bah en fait peut-être, mais là je me lance dans une galère parce que si tu veux je suis en deuxième année de master, j'ai 7 assos, donc qui s'appelle les dénicheurs, où j'organise des soirées, j'ai cette alternance, je travaille entre Laval, j'habite à Rennes, j'habite à Lyon, et je passe par Paris, et donc en fait ma vie je passe dans les TGV, là aussi je reprends... franchement, je sais pas combien j'ai de TGV par semaine, mais ça doit être 4-5. Et, euh, et je suis tout le temps en costard. J'ai l'impression, tu vois, de revivre cette petite vie de... Ça y est, en fait, dans ma tête, je me remets dans un mood où je me dis, ça y est, voilà, je commence à peser et tout. Ouais. Tu sais, même par rapport à mes camarades, je suis complètement déconnecté. Je vais quasi plus en cours. Et
puis voilà, même quand je suis en cours, je bosse sur les dossiers et tout. Je trouve que pour la petite histoire, j'ai quand même fini major de promo. Ça, je sais pas comment c'est Belle possible. perf quand même. Mais si tu veux, ça m'a amusé pendant un temps, ce challenge de monter un business de A à Z, sachant encore une fois que t'avais quand même la puissance d'un énorme groupe. Au final, c'est 2000 avocats, enfin 2000 salariés, je crois plutôt. D'avoir plus de 1000 avocats en France. Et puis, je suis un peu le premier, si tu veux, de cette boîte à être une espèce de responsable commercial, tu vois. Ça s'est jamais fait sur une autre structure. Et t'avais un gros rôle quand même pour une sortie d'école. Ouais, totalement. Et En soi, tu coches les cases. Ouais, mais je retombe dans un piège dans un sens. Et tu vois, au bout de quelques mois, je m'en rends compte à nouveau, c'est que finalement, c'est un challenge qui roule assez facilement. À partir du moment où t'as vraiment t'as initié le truc, foncièrement, ça marche et je m'ennuie assez vite. Et j'arrive donc à la fin de ces études, le projet donc d'assaut qui s'arrête parce que on a fini ce festival, on est un peu au bout du truc. Les gars avec qui je bossais, c'était bien, mais c'est pas ma passion non plus et on était très différents, tu vois. Ils avaient pas les mêmes ambitions que moi ou alors pas du tout. Et en fait, si tu veux, il y a ce Covid qui arrivait, tout le monde s'est pas mal posé de questions sur qui tu veux vraiment être, quel sens tu mets dans ton taf et tout. Tu te posais ces questions-là à ce moment? Ouais, mais ça fait longtemps que je me posais déjà et puis là, je pense que c'est une vraie claque et je me dis putain, t'as 25 ans, t'es parti pour faire une carrière dans un milieu qui t'excite pas du tout. Tu trouves que les gens sont tristes et moi c'est un truc je crois que les gens me foutaient de le cafard, tu vois. Ce Nicolas Fossel était l'exception, tu vois, mais sinon il y avait un manque de dynamisme assez énorme. D'ailleurs, pour petite histoire, il bosse plus non plus au cabinet juridique, il bosse dans un fonds d'investissement et je crois qu'il s'éclate beaucoup plus. Et lui était passionné, tu vois, de chevaux, donc il avait ce refuge. Lui, je trouve qu'il avait compris son équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il bossait beaucoup, mais tout son temps après il l'allouait à ses chevaux et vraiment c'est ce qui le rend heureux. Et peut-être que d'une certaine manière, tu vois, en t'en parlant, j'ai jamais fait le lien. Il t'a inspiré d'une certaine manière. Je me suis dit, en fait, moi, ce qui me rend heureux, c'est les bagnoles, tu vois. Je suis obsédé par ça. Dès que j'entends un bruit dans une rue, je suis encore comme ça maintenant. Je me retourne et voilà, les motos en plus, c'est pareil. Et je me dis, putain, mais en fait, tu vas passer à côté de ta vie et je pense que c'est tout un mélange. Mon père, tu vois, je le vois plus depuis des années parce que j'avais essayé de renouer le contact, il m'avait envoyé chier. Et au moment, si tu veux, la rupture s'est faite, je te l'ai pas dit, mais au moment où je suis parti à l'étranger, parce que c'est bête hein, comment ça s'est fini, mais c'est la réalité, c'est la fois que je l'ai vu. J'avais 20 ans, tu vois, j'en ai 30, donc ça fait 10 ans. Et en gros, je lui avais demandé, je crois, de me verser, ce qui me versait encore une pension alimentaire, de me la verser directement à moi, parce que pour des raisons logistiques, c'était plus facile. Plus simple. Ma mère étant d'accord, il y avait aucun souci. Et il a refusé. Et moi, énervé et sûr de moi, si tu veux, je lui ai cité le code civil en lui disant, voilà, pourquoi, en fait, t'as pas le choix, donc fais-le, quoi. Et il a commencé à m'inviter tous les noms, et je lui ai dit, écoute, c'est simple, c'est la dernière fois que tu me vois. Et je l'ai plus jamais revu. Et effectivement, il m'a jamais versé la pension directement, donc ça a été une galère, mais peu importe. Et en fait, si tu veux, je pense que je fais une digression, mais tout ça revient, en fait, à ce moment-là, et c'est comme si le puzzle, en fait, s'alignait, tu vois. Et que je me suis vraiment dit à ce moment-là, ok, c'est ta passion, ok, tu penses que c'est un truc de beauf, ok, t'as aucun pote là-dedans, ok, tu connais des personnes, tu connais pas le garagiste de ta mère, ce qui est vrai. Mais pourquoi tu te laisses pas une chance? Enfin, sinon tu vas le regretter toute ta vie et tu vas finir comme ton père, quoi. Oui, parce que lui a été gris de sa vie. Il rêvait d'être médecin, il rêvait d'être architecte. Il a commencé architecte, il a abandonné la dernière année. Médecin, il l'a jamais fait parce que c'est une histoire un peu longue, mais il avait passé son bac en 68 et à l'époque, tu sais, en 68, il tenait le bac, tu pouvais le passer en candidat libre. Enfin, c'était un bordel. Et du coup, en médecine, il n'avait pas été admis, mais il aurait très bien pu insister s'il avait vraiment été déter. Il l'a pas fait. Et si tu veux, j'avais l'exemple de quelqu'un qui était devenu foncièrement quelqu'un de mauvais parce qu'il n'avait pas eu la vie qu'il voulait. Et je veux certainement pas devenir ça. T'avais peur de ressembler Bien sûr, il y a toujours une peur. J'en suis sûr que je le serai jamais, mais maintenant. Mais au moment où t'es pas heureux dans ce que tu fais, ouais, il est toujours forcément, ça te renvoie. Évidemment. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'as quoi à perdre, t'as pas grand chose de toute façon, donc t'as rien à perdre. Je savais que j'avais un an de chômage devant moi. Donc en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une promotion, on m'a proposé un job, et au lieu de me dire ce job qui était foncièrement un job super, donc chez Fidal, pour avoir une équipe commerciale niveau France, bah au lieu de me dire ouais c'est super, je vais bien gagner ma vie à mon âge,
C'était ce que tu voulais à la base, en plus. Ouais, mais il y avait ce côté statut social, si tu veux. Je vais avoir une grosse caisse et je vais être en costard et tout le monde va m'aduler à mon âge. Et en fait, si tu veux, tu te rends compte que non, je sais pas, ma petite voix me dit non, n'y va pas. Et pour une fois, tu vois, je l'ai écouté et j'ai dit, bah, vous savez quoi, en fait, non, merci. Et moi, j'ai envie de vivre de l'automobile. Enfin, j'ai envie de me laisser une chance de faire un truc dans l'automobile, c'est ma passion. Je sais pas du tout ce que je ferai, mais ciao, bye, quoi. Et autour de toi, c'est pris comment? Ah bah, c'est l'incompréhension. Ça, encore une fois, c'est un peu flou tout ça parce que ça me paraît tellement loin alors que ça l'est pas tant, tu vois, ça fait moins de 4 ans. Mais ouais, même moi, j'ai peur en vrai, mais je le dis pas, tu vois. Oui, parce que là, à 26 ans, tu quittes tout et tu sais pas ce que tu vas faire. C'est le flou total. Bah si, je sais que je vais, forcément, j'ai une place qui m'attend dans l'automobile, évidemment. Tout le monde m'attend. Alors que pas du tout, évidemment. Et donc là, je passe les meilleures vacances d'été de ma vie, je crois. Tu vois, pour la petite histoire, j'ai acheté ma première caisse. Parce que je me suis dit, vas-y, vu que j'avais une petite idée de faire de l'achat-revente, investissement, je me dis, bah, je vais le tester à titre perso. Donc, j'ai acheté une petite Mercedes, une SLK. C'est des petits coupés cabriolets, mais des années 2000. Je l'achète à un petit papy, pour les passionnés première main. Donc, ça veut dire qu'elle avait qu'un seul propriétaire, 50 000 kilomètres, c'est rien, parce que c'est une voiture qui avait plus de 20 ans. Bel état, etc. Juste un tout petit peu de corrosion parce que le gars vivait à Vannes, donc il était proche de la mer, donc un peu de sel. Et je me dis, bon, j'achète cette voiture, je crois que j'achète 5000. Je me dis, ouais, ok, donc là, je pourrais peut-être la revendre, tac. Et en fait, je l'utilise tout l'été, donc flambeur avec son petit coupé cabriolet. Je découvre ce que c'est que... C'était la première fois que tu pouvais vraiment... C'était ma première voiture, vraiment, donc c'était un peu insolent, tu vois. Et puis, je découvre aussi le regard des gens assez étonnants, tu vois, genre... Je me souviens d'un gars au feu rouge qui m'a insulté en disant fils de riche et tout. Foncièrement, la voiture, elle vaut le prix d'une Clio, tu vois. Oui, mais dans la tête des gens, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est le problème. C'est rigolo. C'est marrant parce que maintenant que je conduis pour le coup des voitures très chères, de par mon métier, j'ai jamais eu à nouveau ce genre. C'est rigolo. Oui, puisque t'es plus vieux aussi. Ouais, peut-être. Mais donc, si tu veux, je kiffe mon été à fond, mais sans vraiment me soucier de ce que je vais faire à la rentrée. Je revends cette caisse à la fin de l'été après avoir mis 10 000 bornes. Je la revends 2500 € de plus, donc 7005. Toute une galère, je l'ai vendue à Aix-en-Provence, sur Gens de Confiance. Alors que le gars, il avait envoyé un gars de Gens de Confiance pour examiner la voiture. La voiture avait bugué quand il avait examiné. Il avait dit non mais je vous fais confiance, que vous êtes Gens de Confiance. Histoire de fou. Et le contrôle technique était pas passé. Une semaine avant de vendre la voiture, j'avais dû aller voir faire une contre-visite alors que j'étais en Bretagne sur un bateau avec des potes. Enfin bref, histoire de fou. Et j'avais dû faire nuit blanche et j'avais tracé, j'avais fait Rennes, Aix-en-Provence d'une traite. Je crois que je m'étais fait arrêter à Lyon parce que je m'endormais au volant. Enfin, une histoire de fou. Non, mais t'avais réussi à la vendre. J'avais réussi à la vendre. J'avais ces petits 7005 qui étaient un peu mon petit pécule, plus un PEL, je crois. Il devait y avoir quelque chose comme 10 000 balles. Et voilà, c'était ma sécurité, tu vois. Et je m'étais dit, j'ai mon chômage. Maintenant, je suis le roi du monde, il peut rien m'arriver, tu vois. Dans ma tête, j'étais comme ça. Et j'arrive à la rentrée, je me dis, ok, bon, bah, peut-être falloir faire quelque chose, quoi. Et je me dis, ok, je vais monter un business de conseil en investissement automobile parce que, bah, forcément, je suis le meilleur vu que j'ai réussi à faire un coup, là, sur une caisse. Évidemment, j'ai tout compris, quoi. C'est bien parce que t'es convaincu. Ah oui, je me convainc très vite. Et, ça aide, hein. En fait, je pense que, tu sais, avec le recul et, enfin, j'espère, en tout cas, que je monterai plein d'autres business et il y a une qualité dont on parle pas souvent, je trouve, au début, c'est la naïveté. Pourquoi je trouve que c'est une qualité? Parce que sans ça, évidemment, tu vas avoir plein de problèmes. Évidemment, t'as rien compris. Mais sans ça, tu te lances pas. C'est vrai. Et c'est bien d'être naïf des fois. Donc là, je suis totalement naïf. Et je me lance là-dedans. Et en fait, bon, c'est un fiasco très rapidement parce que c'est compliqué de vendre des voitures qui ne sont pas les tiennes. Or, j'avais pas de trésor pour acheter des stocks de voitures et les revendre. Enfin, ça aurait été stupide de le faire. J'aurais peut-être pu tenter, j'en sais rien. Et puis surtout, je cible très mal ma clientèle. Moi, mon idée, c'était de me dire, je vais aider des gens passionnés à acheter des voitures cool pour des budgets raisonnables comme je l'avais pu le faire. Et je prendrai une com là-dessus, tu vois. Sauf que j'arrive pas du tout à cibler ma clientèle, je fais du Facebook Ads et tout, j'essaie de découvrir toutes ces choses-là. Et je me retrouve qu'avec des mecs qui veulent vendre l'arsenic, enfin de l'utilitaire, quoi. Des gens qui voient la voiture comme 95% des gens voient la voiture, c'est-à-dire un moyen de déplacement d'un point A à un point B. Ce que j'entends tout à fait, tu vois, mais moi, ce qui m'intéresse pas du tout. Et tu viens à faire ça quand même. Ouais, et puis en fait, je me dis, bah, ça va pas du tout, quoi, parce que je suis pas heureux en faisant ça, quoi. Je discute pas avec les personnes avec lesquelles j'ai envie d'échanger, etc. Et tu vis où? Et je suis retourné chez ma mère. Ça aussi, c'est un truc. Tu le vis comment? Mal.
mal évidemment, mais ma mère était plutôt cool. Elle m'a laissé de l'espace et tout. Et puis, si tu veux, ouais, il y a ce côté où je suis seul toute la journée dans ma chambre à essayer de faire mes business et tout. Très vite, je comprends que ça va pas le faire et j'estime, tu vois, que j'ai créé un site, j'ai fait plein de choses, j'ai appris des trucs, j'ai dépensé de l'argent, mais je vois très vite ça comme de l'apprentissage et c'est ok, tu vois. Mais je capte aussi qu'il faut vite changer parce que bah à ce moment-là, je pense avoir 2 ans de chômage et je me dis le temps tourne et il faut faire quelque chose, tu vois. La réalité, c'est que j'avais que 1 an de chômage, mais heureusement, je savais pas. Et t'es isolé quand même parce que tu montes ça seul. T'as Ouais, pas ouais, ouais. forcément Ouais, d'amis. je suis isolé, mes potes me regardent un peu avec des grands yeux, même si ils ont jamais été Ils ont jamais jugé. décourageants. Non. Mais ils se disent, C'est déjà putain. pas mal. Hein. Je pense que d'une certaine manière, j'en ai parlé avec mon meilleur pote, il m'a toujours vu comme le gars qui allait faire des trucs un peu hors normes et qui allait monter des business, tu vois. Et je lui ai toujours dit aussi qu'un jour on montre un business ensemble. Mais on a encore le temps. Encore. Ouais. Et lui est responsable événementiel dans un gros club de foot à Ouais, Toulouse. donc il y a des possibilités. On verra, on verra. Mais il est très fort. Il est très fort. Et En fait, les gens ont toujours su que t'allais finir par monter des projets. ouais, peut-être. En tout cas, les gens qui me connaissent vraiment, ouais, ouais, je pense. En tout cas, ça les a jamais surpris maintenant. Ça m'a mis aussi une certaine pression, tu vois, parce que très jeune, on m'a toujours dit, euh, tu sais, ces phrases un peu bateau de parce que justement je voulais être riche, parce que je voulais toutes ces choses-là, je suis pas inquiet pour toi. Tu sais, C'est la pire phrase à entendre. tu Ouais. sais ces phrases qui te pseudo-rassurent et qui te disent, oh, bah, en fait, tu peux rien branler, tu vois. Oui. Alors que c'est nul ces phrases. Enfin, maintenant avec le recul, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais je déteste la Ouais. phrase. Pareil. Je suis pas inquiet pour toi. C'est toujours au pire moment qu'on te la sort. Donc, Ouais. Et puis maintenant, on me dit, oui, c'est sûr que c'est toi le premier de la bande à péter le game, tu vois. Enfin bref, je trouve que ça part toujours d'un bon sentiment, mais ça sert pas à grand chose. Ça, c'est mon avis. Et du coup, comment tu fais? Parce que Et là, ouais, et t'es du coup, dans ton business qui évolue pas forcément très bien. Enfin, pas comme tu le ouais, voulais. bah, ça évolue pas du tout. C'est-à-dire, c'est un carnage, hein, tu peux le dire. C'est nul. Il se passe rien. C'est même pas un business. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je lâche le truc et je suis en recherche un peu de ce que je pourrais faire par la suite, tu vois. Et il se trouve que j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur un sujet qui ne m'intéressait plus à l'heure actuelle, à savoir le développement des business, enfin du développement commercial tout le business des avocats d'affaires en France. Donc quelque chose de très précis, très redondant. Mais qu'il y avait quand même déjà l'aspect commercial qui, toi, t'intéressait. Ouais, mais c'était surtout basé, si tu veux, sur des études plus des modèles anglais et américains et comment ils avaient vraiment ouais, ils avaient une vision beaucoup plus business qu'en France. Et je m'en étais rendu compte puisque je travaillais à ce moment-là dans un cab. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si tu veux, je me dis, putain, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. La thèse, le mémoire de fin d'études avait très bien marché. J'avais une excellente note. Et je me dis, comment je peux valoriser ce truc-là? Parce que j'ai passé du temps pour rien, parce que j'ai pas envie de bosser là-dedans. Et j'avais écrit un post LinkedIn en disant, voilà, si ça vous intéresse, je vous l'envoie, vous commentez, je sais plus ce que j'avais dit, mais commentez flamme, ou tu sais, une connerie comme ça, tu sais, comme ça, t'as un bon référencement, tu grimpes, bref. Et pourquoi LinkedIn à ce moment-là? Parce que réseau professionnel, moi, sur LinkedIn, je m'étais mis en tête qu'il fallait avoir plein d'abonnés, donc j'avais ajouté plein de gens. Je faisais pas vraiment de posts à ce moment-là, j'écrivais pas. Je sais pas, je devais avoir 3000 personnes, j'ai l'impression que Oui, t'avais déjà quand même compris les mécanismes. Ouais, bon, je pense, non, je m'y prenais très mal, mais j'observais un peu ça, ouais, à distance. Mais un peu de manière passive. Et ce post-là, en fait, je le fais parce que je me dis, ça va t'aider, quoi. oh, je sais même pas si ça va m'aider, en vrai, je savais pas, j'étais perdu. Et je l'envoie à, ouais, quelque chose comme 300 personnes, dans la niche, donc c'est quand même pas mal. Évidemment, plein d'offres d'emploi. Donc je retombe sur ce fameux dilemme où moi, j'ai pas une cacahuète, et là, on me propose des jobs plutôt bien payés. Mais je me dis, non, mais t'as quitté ce milieu, c'est pas pour y retourner. Par contre, dans le lot, t'as 2 petits gars, de mon âge, 25-26 ans, bonne tête de puceau, c'est moi l'expression, et qui m'expliquent qu'en gros, ça les intéresse, qu'ils ont monté une boîte, je crois que ça s'appelait Avoxia, ils l'ont vendu il y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas combien, mais bravo eux. Et en gros, leur job, c'est justement de vendre du conseil en développement commercial pour les avocats. Je me dis, putain, c'est fou, ils arrivent à convaincre avec leur tête de petits jeunes qui sont même pas avocats, des barons, enfin des boss du barreau, si tu veux. Puisque je voyais sur leur site qu'ils citaient des noms que je connaissais bien, et c'était pas forcément les mecs les plus commodes du monde.
Et je leur dis, putain, mais comment vous avez fait pour avoir ce mec-là et tout? Moi, tout de suite dans ma tête, je me dis, bah, il doit avoir un réseau, peut-être le daron, je sais rien. Et ils me disent, bah, si tu veux, viens, on se rencontre à Paris, on t'expliquera. Franchement, j'ai que ça à faire, donc j'y vais. Tu vas parler du coup. Et on déjeune ensemble. En toute franchise, c'est pas le feat incroyable avec ces mecs-là. C'est un monde qui, moi, m'est un peu étranger. Des gars qui sortent HEC, un Station F. On est vraiment sur le cliché. Je vais pas rentrer plus dans le cliché, mais vraiment, on est sur le cliché des, ce que j'appelle les, avec des potes, les start-upers. Et comment toi, tu te positionnes dans ce monde un peu avocat, costume, ce monde qui t'est finalement très étranger? Bah, étranger, non, parce que, en fait, si tu veux, je pense que c'est une qualité que je revendique et c'est la capacité d'être un caméléon. Jamais personne n'a eu l'impression que j'étais pas à l'aise. Ok. C'est juste moi qui me faisais chier dans ce milieu-là, mais je pense que la plupart, tu leur demandes, ils diraient que j'étais un fils d'eux, ou jamais ils auraient imaginé que j'avais ce background-là, mais comme sûrement plein de gens, tu vois. Et si tu veux, ils me disent, bah, en gros, c'est assez simple, comment on a fait la chose, c'est qu'avant de créer ce business, on a créé un podcast. Et ce podcast, a fait que on a réussi à atteindre une première personne, en forçant un petit peu. Cette première personne, on a eu beaucoup de temps d'échange avec elle pour comprendre ses vraies problématiques business. Et surtout, cette première personne nous a recommandé la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et moi, si tu veux, dans ma tête, ça me fait un énorme déblocage où je me dis, mais elle est peut-être là, en gros, ma porte d'entrée vers l'automobile et vers le réseau qui me permettra de monter des business par la suite, tu vois. Et tu écoutais des podcasts à ce moment-là? À fond. À fond, à fond, à fond. Et donc, en fait, si tu veux, ça fait sens tout de suite pour moi. Bah oui, du coup. Et là, c'est comme, tu sais, c'est quand t'as une espèce de révélation, tu t'écoutes même plus les gens presque. Tu sais, Ah, c'est une obsession. ouais, Tu sais que tu vas le c'est faire. ça. Et du coup, très vite, je me barre du repas, je rentre en TGV et direct en TGV, je commence déjà à bosser dessus. Et là, tout est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait vraiment un manque parce qu'il y avait rien sur ma verticale auto-moto de très storytelling comme je voulais. Ou alors, c'était des journalistes qui parlaient à d'autres journalistes. Ouais. Et moi, je me sentais pas concerné, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais il doit y avoir forcément plein de mecs comme moi qui trouvent pas, qui ont envie d'apprendre plein de choses, mais qui trouvent pas forcément le contenu qu'ils veulent, quelque chose d'accessible, et pas de l'entre-soi, tu vois, automobile. Et je sais pas, je me mets cette idée en tête, c'est une obsession, quoi. Je me dis, il faut que je trouve un nom sympa, il faut que je trouve un logo. J'avais déjà créé une page un peu Insta, Tu parlais dans de... ma première activité, si tu veux, je mettais des photos de bagnole, j'avais créé une fausse communauté un peu là-dessus. Je dois avoir, je sais pas, 2000 personnes dessus. Et vite, je supprime tout, je change, je crée un petit logo à l'arrache, j'avais appelé ça Histoire Automobile, c'était nul. Et je commence à envoyer plein de DM à plein de youtubeurs que je connais et tout, en me disant, bah, je vais me servir de leur communauté pour construire la mienne, etc. Je salue Nicolas Roland, qui est sur mon deuxième invité, qui est un gros youtubeur qui s'appelle Le Vendeur Auto. On en a reparlé parce qu'on a déjeuné ensemble pas longtemps. Je me souviens que le premier message, je lui dis, mec, on se connaît pas, j'ai créé ça, j'avais créé un vieux PDF nul, marqué Histoire d'auto, voilà le concept. C'était nul. Et lui, fou comme il est, il m'a dit, ok, on fait ça. Mais en vrai, avec le recul, je me mets à sa place, moi, j'aurais jamais accepté. Parce que, Oui, parce que toi, tu sortais de nulle part, t'avais pas de... ouais, il prenait projet. plus un risque que moi, parce Ouais. qu'il a une image déjà et tout. Et tu vois, il a bien fait parce que, bah, c'est devenu ce que c'est devenu, mais donc, ouais, il a dû se passer à peine une semaine. En une semaine, j'avais acheté une formation, qui finalement m'a pas servi grand chose, mais a confirmé tout ce que j'avais déjà appris sur Internet. C'était Mathieu Stéphanie qui a sorti une formation sur le podcaster, que j'ai bouffé en 2 secondes. Le logo, j'ai bossé dessus avec un pote. Le nom, c'est mon petit frère qui l'a trouvé à 4 heures du matin, complètement arraché. Parce que, si tu veux, Histoire d'auto, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée, parce que, encore une fois, tu stigmatisais, tu t'étais dans l'entre-soi. Je me suis dit, comment je peux trouver un nom qui soit un peu évocateur, et qui en même temps va intriguer des gens qui ne sont pas passionnés. Et le fameux Dans la boîte à gants est arrivé. Pour la petite histoire, ça aurait pu s'appeler Sur la plage arrière. C'était le premier nom qu'on s'est à trouver. Je lui ai dit, écoute, Ça peut être border. ça fait un peu film de cul, quand même. Un peu, tu vois. Là, quand tu me le dis, c'est Ouais. l'image que j'ai. Donc, Clairement. Et tu peux mettre un peu ce que tu veux dans une Mm. boîte à gants, des souvenirs. Tu l'ouvres, c'est un peu cet esprit de qu'est-ce que je vais découvrir. Enfin, j'aime bien l'idée. Et puis voilà, tout se lance. Premier épisode, à distance. Je suis nul, c'est nul.
Le son est catastrophique. Tu te sens à l'aise au début? Ah non. Parce que je me dis, bon, tu commences ça assez facilement. Pas du tout. Ouais, t'es pas à du l'aise. tout. Non, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, mais je suis convaincu d'une chose, tu vois, c'est peut-être ce que j'ai retenu depuis le début de l'entrepreneuriat, c'est que peu importe le projet que tu fais, pour devenir bon, il faut faire beaucoup tout de suite. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut produire. Et tant pis si je suis mauvais, j'assume. De toute façon, en soi, j'ai pas vraiment de référentiel. Il y avait un gars, je te dis, qui faisait ça, qui pour le coup s'appelait Histoire d'Auto, et qui était un peu le leader. Mais qui était un journaliste qui parlait de journalistes. C'est terrible, je veux dire, mais je l'ai explosé très très rapidement parce que j'ai mis énormément de densité en termes de contenu. Pendant un moment, je sortais 2 épisodes par semaine en présentiel. Ouais, c'est énorme. Le travail derrière. Ouais, t'étais tout seul sur ce projet. Tout seul. Je voyageais, je montais, le nombre de fois où j'ai effacé le montage parce que j'étais tellement dans le jus que genre pendant la nuit, avant le truc, j'effaçais, enfin, un carnage. Ah, mais tu t'es mis à 200% dans ton projet et tu croyais, quoi. Ouais, très vite. Et en fait, t'as plusieurs événements qui marquent le truc, c'est que je crois dès la 2e semaine, je fais déjà 2000 écoutes, tu vois. Donc je me dis, il y a un truc, moi je me rends pas compte, mais je me dis, il y a un truc. Tu fais que de l'audio à ce moment-là? Je fais que l'audio. Et comment ça se fait que ça prend tout de suite? Parce que je pense qu'il y avait un manque. Honnêtement, je pense que j'ai répondu à quelque chose. J'ai trouvé un moyen, si tu veux, alors au début c'était pas des grosses rostars, mais maintenant ça l'est beaucoup plus, mais de rentrer dans l'intimité de parcours que beaucoup de passionnés connaissent, et puis surtout de déconstruire les parcours. Je trouve ça intéressant de arrêter de voir l'image finale et surtout de comprendre comment la personne en est arrivée là, avec des hauts et des bas. Et je suis forcément amélioré en tant qu'intervieweur par la suite. Et puis surtout le côté anecdote. J'aimais bien aussi que les petites histoires marquent. Je suis convaincu que les petites histoires font les grandes. Et voilà, puis je te dis, la densité, la vélocité, le vrai talent que j'ai, c'est que je sais faire du réseau. Donc, vu que je rencontrais les gens, je connectais avec les gens, et puis après, j'étais un mort de faim. Je les saoulais, quoi. C'est comme ça que t'as trouvé tes premiers interviewés. Bien sûr. Et puis après, j'en avais vraiment beaucoup. Alors déjà, pendant les 14 premiers épisodes, j'ai pas compris comment ça marchait un Zoom. Donc, j'ai un enregistreur Zoom où tu branches des micros en XLR et tu as un micro interne à l'appareil. Et normalement, quand tu branches en XLR, donc c'est des micros externes, pour avoir une très bonne qualité de son. Sauf que moi, j'étais tellement omnibulé par plein de choses et tellement dépassé parce que technologiquement, je suis nul. J'avais pas compris que j'étais sur le mauvais mode. Si bien qu'en fait, à chaque fois, j'enregistrais avec le micro interne. Alors même que je branchais, il m'a fallu 14 épisodes pour comprendre ça. Et c'est un auditeur qui me l'a dit. Il m'a dit, je pense que tu as un problème vu ton matos. Oui, mais ça prouve que, en fait, il faut commencer. Et peu importe. C'est la preuve, tu vois, quand les gens, maintenant, j'aide pas mal de créateurs à un peu faire exploser leur vertical, leur game. Beaucoup se mettent des limites en se disant, ah ouais, mais ça c'est trop dur, ah ça c'est... Mec, ou meuf, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir, parce que je te jure, j'ai fait toutes les plus grosses conneries que tu peux imaginer. Oui, mais t'as appris à chaque fois, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que je te dis que la vélocité c'est le truc le plus important. Je trouve qu'il y a trop de gens qui vont itérer pendant des mois et des mois à se dire, ah, je voudrais que ça soit parfait et tout. Ouais, mais mec, ton truc, il sera pas parfait. Je suis désolé de te dire, ça sera naze. C'est sûr que ça sera naze. Mais en fait, si tu le comprends vite et que tu améliores vite, potentiellement, tu vas arriver sur un truc cool plus rapidement. Vite. Et tu filmes ou tu... Non, je filme pas du tout. Non, je filme pas du tout. La vidéo, c'est arrivé au bout d'1 an. Hein. C'est pas du tout arrivé tout de suite. Il y avait des petites brides, mais c'est arrivé bien plus tard. Et ouais, il y a cette révélation, épisode 30. Un pilote qui s'appelle François Delecourt, d'ailleurs, qui s'est pété la gueule en VTT il y a pas longtemps. Je lui souhaite bon rétablissement. Qui, en gros, qu'il habite à côté de Saint-Tropez. Tu t'imagines le gars qui a beaucoup gagné d'argent dans sa vie et qui a d'ailleurs une villa un peu cliché du nouveau riche, c'est un autre débat. Et j'arrive chez lui et en fait, j'y traverse toute la France et le gars se souvient quasiment plus, tu vois. Il revient d'une sortie VTT, il y a tous ses potes. Ils sont 15 dans la baraque. Ça gueule et tout, et puis ils sont tous là, mais tu fais quoi? Tu fais un podcast? C'est quoi ce podcast? Oh, l'horreur. Et je suis en angoisse. Je suis avec un membre de famille qui kiffe le rallye, je l'ai emmené pour lui faire plaisir, donc je dois m'occuper de lui en plus, donc ça me fait un stress de plus. Et il y a mon ex aussi qui est avec moi et tout. Voilà, c'est une angoisse. Et au bout de 1 heure, je lui dis, mec, faut peut-être qu'on y aille, parce que je suis venu pour ça, quoi. Il dit, ok, on va dans ma salle de cinéma, ok. Salle de cinéma, évidemment. Évidemment. Qui n'a pas de salle de cinéma. Et en fait, tous ses potes suivent, tu vois. Et là, je suis là, waouh, ça rase.
Donc là, ils vous écoutent tous Ah ouais. en train d'enregistrer. Non, mais c'est surtout qu'ils sont tous ultra dissipés. Donc, à un moment, je dois leur dire, en gros, fermez votre gueule parce qu'on va commencer, tu vois. Surtout sur leur téléphone, machin. Et en gros, on commence le podcast et tout de suite, on commence dans le dur. C'est-à-dire que ils s'en souvenaient pas vraiment, mais en fait, on s'était eu au téléphone vite fait. Il m'avait raconté des dingueries. Et ce qui est fou, c'est qu'il se souvenait plus de tout ce qu'il m'a raconté. Et quand j'arrive et que je commence à le lancer en vif, je vois dans ses yeux, il est surpris, il fait putain, mais comment il sait tout ça? Et là, en fait, ça part. Il y a une connexion qui se crée. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être mon seul talent, c'est que en 2 minutes, si tu veux, ça y est, Oui. on est vraiment connectés. Et il commence à raconter des dingueries sur dingueries. Et l'épisode est assez court, tu vois, il doit faire que 50 minutes. J'ai jamais écouté, mais je pense qu'il s'écoute encore bien. Et en fait, là où moi, je m'occupe plus du tout de ses potes. Mais à mon sens, j'étais resté sur l'attitude ultra dissipée. À ce moment-là, je mettais des casques, en fait, vu que je filmais pas. Donc j'entendais plus rien. Et ça s'arrête, on finit le truc, et là, ils se lèvent tous, et commencent à applaudir et tout. François, tu nous as jamais raconté ça et tout, on te connaît depuis 20 ans, machin. Et là, moi, je suis un peu, genre, dizzy, je comprends pas trop et tout. Et ce fameux François Delecourt, tu t'en souviens sûrement peut-être pas d'ailleurs si on en reparlait, il regarde mon ex, et il lui dit, c'est ton copain? Question rhétorique. Oui. Et elle dit oui. Et il dit, c'est le meilleur interview de ma vie. Et là, en fait, si tu veux, t'as ce côté, un peu un moment gênant, tu vois, mais en même temps, première fois de ma vie où je me dis, je suis au bon endroit, au bon moment. Et j'ai trouvé ma zone de génie, tu vois. Donc, je suis pas forcément resté plus que ça en contact avec lui. Mais ça a été ton déclic pour te dire, voilà, ouais, je dois continuer. C'est ça, et à ce moment-là, je me dis vraiment, comment je fais pour en vivre? Tout simplement. Et puis, je me renseigne un peu sur le monde du podcast, et il y a cette fameuse phrase que tu as peut-être dû entendre, on te dit, de toute façon, pour vivre un podcast, il faut 3 ans. Oui. Alors, je sais pas pourquoi 3 ans. Et moi, je me souviens très bien comment ce que j'ai répondu à la personne qui m'a dit ça de manière très arrogante. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Toi, tu parles ces 3 ans, moi, je vais bosser 3 fois plus que toi, je vais le faire en 1 an. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, j'ai produit vraiment énormément, d'où les 2 par semaine. Et comment tu te sentais quand t'interviewais des personnes qui sûrement t'inspiraient à la base? Là, d'un coup, tu les rencontrais, t'avais accès à ton milieu. Bref, c'est un sentiment fou, je me sens comme un privilégié, je le sens encore comme ça. Grâce à 2 micros, j'ai hacké le système. Et maintenant, je peux le dire sans aucune prétention. En 3 ans, j'ai sûrement le plus gros réseau que tu puisses te faire dans le monde de l'auto et de la moto. Et j'ai même un plus gros réseau que des gens qui sont là depuis des dizaines d'années. Ouais. Et puis surtout, tu crées une vraie relation, une vraie connexion. Parce qu'ils se confient à toi C'est ça. Via le podcast. C'est ça, et puis même... tu l'entretiens cette relation par la suite. Enfin, moi, je l'ai entretenu, et il y en a beaucoup qui sont devenus des amis. C'est quand c'est avec des gens qui sont très très occupés et très hauts, tu les vois pas souvent pour autant, mais il y a un vrai respect, et ouais, j'en suis très content. Je pense que c'est des relations qui resteront, en tout cas que je ferai en sorte de les entretenir. En fait, je pense que si je réponds vraiment à ta question, j'ai eu ce sentiment de passer de hors système à dans le système. Et surtout d'avoir la place que je voulais avoir. C'est-à-dire que le côté fame et tout que j'ai maintenant, c'est pas quelque chose qui me... Attention, toute proportion gardée, hein, mais dans le milieu, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Mais je suis content que mon travail soit reconnu à sa juste valeur. Je sais que le jour où j'arrêterai, ce qui sera plus vite que les gens ne le pensent, c'est quand j'aurai réalisé tous mes rêves et que je passerai à autre chose. Mais pour autant, tu vois, j'aurais construit quelque chose sur lequel je pourrais m'appuyer toute ma vie, en fait. Oui, maintenant, t'as un réseau dans ta passion qui fait que tu peux faire ce que tu veux. C'était le but initial, en fait. Donc, si tu veux, si je la résume, je pensais que ce réseau me permettrait de monter d'autres business dans l'automobile. En l'occurrence, le podcast est devenu le business. Maintenant, il y a une réalité où il y a d'autres business qui commencent à se mettre en place. Mais ça a largement dépassé toutes mes attentes. Et ça t'a permis de te faire un nom dans ce milieu. Exactement. Et de pouvoir dire que je vis de ça, ouais, c'est assez fou. Parce que du coup, t'as réussi à en vivre assez rapidement. Ouais, bien sûr. Après, assez rapidement. Moi, je trouve que c'est jamais assez rapide, mais par rapport à l'échelle du podcast, apparemment, ouais, c'est très très rapide même. Surtout en partant de zéro, parce que la plupart, ça on le dit pas, mais souvent les podcasteurs qui percent vite, c'est des gens qui avaient une communauté déjà de base. Oui, c'est ça. Bah, c'est le plus dur, de se créer sa communauté. Ouais, de fou. J'en ai vivoté, on va dire. Il y a eu beaucoup de galères parce que je me suis installé à Paris. Mon associé, qui était mon stagiaire à la base, est arrivé à ce moment-là. C'est là que la vidéo arrive. C'est lui qui m'a permis de pouvoir déléguer des choses, et donc que la vidéo arrive. C'est ce qui a fait complètement exploser notre business. Et t'as su bien t'entourer quand même.
En fait, ça a été mon choix très vite de me dire, de toute façon, j'allais péter en plein vol parce que j'avais trop donné, je travaillais vraiment trop. Pour te dire, même ma mère qui me conseillait comme un branleur s'inquiétait de, enfin voilà, je travaillais jour et nuit. Et je me suis toujours dit, tu vois, je préfère avoir un gros gâteau et le partager qu'avoir un petit gâteau et tout prendre pour moi. Ça, j'ai été mon truc. J'ai un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais tu sais, le côté go big ou go home, c'est tout à fait moi. Le fait de faire un truc plan-plan et de rester dans le truc plan-plan et après, vas-y, on sécurise, ça me fait chier. Parce que je m'ennuie vite. C'est d'ailleurs pour ça que dans la boîte à gants, moment, j'arrêterai parce que j'aurais plus vraiment de challenge. Oui, t'auras fait le tour de ce que tu voulais. Et ouais, j'ai envie de... C'est important, tu vois, d'avoir la nouveauté tout le temps. Ces rencontres m'ont permis de me stimuler vachement là-dessus. Et toi qui étais attiré par l'argent à la base, ouais. Là, t'étais dans une période où tu gagnais pas beaucoup. Comment tu le vivais? Tu savais que t'allais finir par faire de l'argent? Je le vivais bien parce que j'étais tellement riche de toutes ces rencontres. Au début, je me payais vraiment comme ça, à travers ces rencontres. Évidemment, ça tient qu'un temps. À un moment, la thune revient. Ouais. Et puis, si tu veux, ça m'a débloqué plein de choses de rencontrer tous ces gens qui sont plus ou moins successful. Foncièrement, la plupart ont pas mal d'argent, surtout dans ce milieu où il y a beaucoup, beaucoup d'oseille. Ça m'a débloqué plein de plafonds et maintenant, je peux te dire que j'ai des potes qui sont multimillionnaires, chose qui n'était pas le cas avant et du coup, tu te crées plein d'imaginaires, en fait, par rapport à ça. Or, je pense que certaines personnes, c'est des gens totalement normaux, enfin, c'est bizarre de dire ça parce que maintenant, ça me paraît ridicule la vision que j'en avais, tu vois. Maintenant, je pense que je sais comment faire de l'argent. J'ai sûrement encore plein de blocages, mais du coup, j'ai plus ce complexe-là. Je suis pas encore millionnaire, ça c'est spoiler alert. mais c'est plus du tout un stress parce que d'une, je sais que je le serai et en fait, surtout, j'ai pas envie de l'être pour les mauvaises raisons. J'ai envie de l'être en faisant des choses qui me plaisent. J'ai capté en fait que quand tu fais quelque chose qui te plaît et qu'a priori t'es bon, ça fonctionne mieux. Ouais, et puis à un moment ou un autre, si tu veux vraiment que ça gagne, tu le feras. Et puis il y a peut-être un truc un peu plus basique, c'est de te dire que j'ai 30 ans, si j'avais déjà tout réussi maintenant, bah encore une fois. Qu'est-ce que tu fois. ferais le reste de ta vie, hein? Exactement. Et c'est une discussion que j'ai assez souvent avec des mecs bien plus successful que moi. Et je vois que c'est un vrai problème maintenant de se dire, putain, mais j'ai déjà eu tout ce que je voulais et foncièrement, il y a des choses que je retarde alors qu'ils pourraient déjà se les payer ou déjà les vivre, peu importe ce que c'est. Parce qu'ils veulent se laisser des objectifs, tu vois. Problème de riche, encore une fois, mais... Oui, mais toi qui venais pas du tout de ce milieu-là, tu t'adaptes assez facilement au final. Ouais. Parce que c'est ce que tu voulais atteindre. Ouais. Je te dis, c'est trop bizarre quand je parlais à ma mère, elle vrille toujours, mais... Oui, parce qu'elle, c'est pas du tout son monde. Non, et puis j'ai toujours dit, moi, je fais pour être riche et je le pense. Elle réagit comment quand tu lui dis ça? Bref, maintenant, ça l'amuse, tu vois, et puis j'ai la vie qui correspond, ça aussi, c'est un autre truc, mais les réseaux font croire à beaucoup de gens que ça y est, j'ai brisé le game en deux parce que j'ai toujours des belles voitures, mais qui sont pas forcément les miennes, qui sont d'ailleurs pas les miennes. C'est le but des réseaux. Il y a tout ce monde-là, tu vois, mais ça me fatigue de plus en plus, pour être totalement franc. Je suis d'accord avec toi. Je serais content quand je mettrais vraiment tout ça derrière moi, mais je pense que j'ai une relation saine par rapport à tout ça maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas, et ce qui est normal au début, parce que tout arrive d'un coup, ça fait beaucoup. Tu peux... Je crois que j'ai jamais pris la grosse tête, mais tu peux à un moment vriller un peu, tu vois. Pour te donner un exemple, ça c'est la honte. Première fois où j'ai gagné un peu d'argent, vraiment. Et ça c'est vraiment un réflexe de pauvre, clairement. Je suis allé chez Gucci. Oh non, je me suis dit pas ça. Si, je l'ai fait. Si. Ah oui, fallait te prouver que... C'est ça, j'ai claqué 10K. Et je suis sorti de là. Et pour te dire, c'est tellement ridicule, c'est que je pouvais même pas, ma carte avait pas les plafonds pour payer, donc j'ai dû retirer du cash, payer. Les mecs, ils étaient hallucinés chez Gucci. Ils voient que des gens qui sont multimillionnaires. Et je crois que la vendeuse s'était pris un peu d'affection pour moi parce qu'elle devait dire, mais c'est qui ce mec? Quoi de Saint-Ovni? Et le lendemain, je suis venu tout rendre, tu vois. Ouais. Je suis venu tout rendre, sauf ces bagues que j'ai gardées, tu vois. Et du coup, c'est un souvenir un peu rigolo, en tout cas dans ma tête, parce que ça a été une étape aussi. Je crois que j'ai eu besoin de faire ça. Je te dis, j'ai tout rendu, donc que je l'assumais pas du tout. Je ressemble à Nino, donc c'est pas possible. Et j'adore Nino. Ouais, mais au moins tu t'es prouvé que tu pouvais te l'acheter, quoi. Ouais, mais c'était enfin, n'importe qui peut se l'acheter. C'est juste une question de mauvais choix, tu vois. Genre, oui. En fait, il vaut mieux investir dans autre chose. Mais je sais pas, juste besoin, et ça m'a refait un autre déblocage. Je pense que je fais partie des gens qui sont un peu bêtes là-dessus. C'est que moi, j'ai besoin de faire les choses et de faire les erreurs.
Et je comprends pas les pièges. Enfin, même si je vois la merde arriver, il faut que je le fasse quand Tu même. le fasses, oui. Au moins, t'apprends, quoi. J'apprends vraiment comme ça. Mais je pense que j'ai encore tellement de choses à apprendre sur si on parle de gestion financière, tu vois, je pense que c'est un vrai sujet en France. C'est un vrai sujet. On n'apprend pas Ah non, personne nous apprend à gérer. C'est un tabou, c'est complètement bête comme raisonnement, je trouve. Faire de l'argent, déjà, c'est un tabou. Ouais. Donc le gérer, c'en Ouais. est un autre. C'est idiot, tu vois, c'est idiot. Parce que ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça, et je pense que si on n'avait pas ce tabou-là, effectivement, on aurait une relation Plus saine par rapport à ça. Je suis très fier de faire de l'argent grâce à ma passion, tu vois. J'aimerais que ça soit plus, évidemment. Mais c'est t'as atteint ce que tu voulais quand même. Ouais, bien sûr. C'est plus une course, tu vois. Je te dis, j'ai 30 ans et j'ai l'impression que je raisonne plus en me disant je suis en avance, je suis en retard. J'ai plus tous ces trucs-là. Peut-être que ça reviendra. Et tu rêves de quoi maintenant que t'as atteint ce que tu voulais? Ah, de plein de choses. De plein de choses. De vivre plein d'aventures folles. Tu vois, là, à titre perso, je commence à investir dans d'autres choses. De construire une famille aussi. De faire vivre à mes futurs enfants tout ce que j'ai pas vécu. Qu'ils aient une vie de pacha, mais sans pour autant pas avoir la valeur des choses. J'ai envie de transmettre. Et puis, j'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie de... C'est même pas de l'ego ou quoi, j'ai envie de laisser une trace. Ça, je pense que c'est un peu une obsession pour moi. Pas forcément une trace personnelle, mais une trace de... Tu vois, dans la boîte à gants, typiquement, tout ce qu'on fait, tous les épisodes qu'on crée, je les visualise comme quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire que dans 20 ans, la plupart des invités que j'ai eus seront partis, parce que beaucoup sont assez âgés. Si tu voudras savoir leur histoire, le classique sera dans la boîte à gants. Et c'est déjà devenu des classiques, ça j'en suis très content quand les gens le disent, c'est le truc qui me rend le plus heureux, parce que tout le monde m'aura oublié, par contre dans la boîte à gants, on sera resté, et ça sera un peu, tu sais, un peu comme les archives INA. C'est ça. Et ça, je trouve ça très cool, parce que je me dis que du coup j'aurais laissé une petite trace, et prochaine vie que j'aurai, parce que je pense qu'on fonctionne tous par cycle, eh ben, je voudrais marquer d'une autre manière, peut-être moins avec le côté personnel, tu vois, personal branding, mais ouais, avoir de l'impact. Ouais, donc aujourd'hui, t'as changé. Le but n'est plus vraiment de faire de l'argent, d'atteindre un certain stade, mais vraiment de laisser une trace, d'avoir un impact. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Exact. Mais l'argent a jamais disparu de ma tête. Hein. C'est-à-dire que c'est juste que je l'ai canalisé différemment. Et je veux pas faire de l'argent à tout prix. Je veux faire qu'avec des choses qui me plaisent, qui m'amusent, tu vois, là, je me lance dans l'immobilier parce que ça m'amuse. Et je pense que je vais déchanter parce que tout le monde me prévient. Oui. Mais j'ai envie de le faire. Non, au moins, t'auras testé. Exact. Et c'est ça, en fait. Maintenant, t'as envie de quelque chose et c'est ce que tu fais depuis le début. T'avais envie, tu le fais, t'essayes et tu vois ce que ça donne. Exactement. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important de voir ça comme un jeu. Enfin, prendre les choses, faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux et ouais, s'amuser le plus possible. C'est trop court. Encore une fois, tu vois, là, ce week-end, j'ai pas mal pensé ça m'a remis dans ce mood-là parce que je te dis, mon père est en train de plus ou moins partir et je me dis, putain, sa vie, il a laissé aucune trace. Il a aucun pote, il a rien créé. C'est l'enfer de partir et d'avoir semé à la limite que des mauvaises choses et rien de bien, aucun héritage, sans parler de finances. En fait, c'est aussi le déclic par rapport à ton papa qui fait que toi, t'as envie de faire les choses à l'opposé. Bien sûr, ouais, je me suis construit sur un contre-exemple. J'ai eu beaucoup de haine plus jeune et maintenant j'ai plus du tout de haine et ce qui fait que j'ai plus d'affect du tout par rapport à lui. Mais je m'en suis servi comme un repère de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et j'ai sûrement tort sur plein de choses. Mais pour l'instant, ce repère et ça marche plutôt bien pour moi, tu vois. En tout cas, c'est devenu un bon moteur que j'ai canalisé de manière saine, je pense. Saine, pardon. Et je sais que ça étonne beaucoup de gens que vraiment je ne ressente rien par rapport à ce qui se passe maintenant, mais c'est le cas, tu vois. Ouais, c'est personnel. T'as fait ton bout de chemin, t'as compris les choses et tu t'en sers positivement, au contraire. C'est ça. Et puis je veux pas de haine dans ma vie, donc. Non, ça n'apporte rien. Non, mais tu sais, c'est un moteur pour beaucoup de gens, la revanche. Moi, j'ai eu ce moteur pendant longtemps. Oui, ça a été ton moteur quand même. Mais maintenant, il y a plus du tout de revanche, tu vois. J'ai rien à prouver à personne à part à moi-même.
Même si on fait tous attention plus ou moins au regard des autres, etc. On a dans certaines proportions, évidemment, mais surtout dans l'époque dans laquelle on vit, mais je suis assez en paix avec moi-même, en fait. En tout cas, de plus en plus. C'est bien, t'as atteint les objectifs. C'est le principal, ouais. Et je demande toujours aux invités quel est ton mantra, la petite phrase que tu peux te répéter et qui peut t'aider à avancer. Vis ton rêve plutôt que rêver ta vie. Ouais, clairement. Moi, tu vois, c'est clairement, j'ai un tatouage, j'en ai pas mal, mais c'est clairement ça. Ça paraît très basique. Je sais même pas comment on le formule ce truc-là, mais c'est Oui, l'idée. C'est vraiment que même si tu n'y arrives pas, essaie de tendre à ce que ton rêve devienne une réalité. Si t'as échoué en chemin, fair enough, c'est pas grave. Au moins, t'auras essayé. Mais pas essayer, je pense qu'il y a rien. En fait, juste pas avoir de regrets dans ta vie. Tu vois, encore, on tourne un peu en rond, mais je pense qu'il y a rien de pire qu'avoir des regrets. T'as pas de regrets aujourd'hui? Non, franchement non. Non, je sais pas si on peut parler de regrets, c'est des petites choses. J'aurais aimé me réveiller plus tôt, mais ça sert à rien de se dire ça. Parce que je l'ai fait. Non, au final, tu l'as fait. Donc... Je l'ai fait, et puis évidemment, c'est comme pour tout. Hier était la meilleure date, la deuxième meilleure date c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, foncièrement, j'étais sûrement pas prêt, pas construit, j'étais pas spécialement mature non plus, je pense. Mais non, j'ai pas de regrets. Franchement, j'ai pas de regrets. C'est bien. Au moins, tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Et je t'ai demandé d'emmener un objet. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi? Ouais. Alors, j'aurais pu te montrer la photo qui est à l'origine de ce dessin. Ce dessin, en fait, représente la maison de ma grand-mère qui a disparu quand j'avais 18 ans. Et cette maison, c'était la maison un peu de vacances qu'on avait, que j'adore, dans les Côtes d'Armor, très Bordin, à côté de Perros-Guirec. Et il se trouve que malheureusement, ma famille l'a vendu parce qu'il y avait énormément de travaux. Ça vaut ça va être très cher parce que ça vaut toujours très cher. Enfin, ça vaut beaucoup plus cher même maintenant, parce que bord de mer, etc. Et j'en veux beaucoup à ma famille de l'avoir vendu. Et en fait, pourquoi je l'ai en dessin? Tout simplement parce que c'est pour ça que je te disais un tatouage, c'est pour ça que j'avais pas forcément besoin de l'emmener. Et en fait, c'est l'objectif que je me suis fixé d'ici maximum une dizaine d'années, c'est que je rachèterai cette maison. Et elle reviendra dans la famille, et ça, je sais que j'y arriverai. C'est-à-dire, c'est une maison qui doit valoir maintenant à peu près 3,5 millions, donc il y a un vrai budget. Et je suis allé rencontrer les nouveaux propriétaires il y a pas longtemps. Tu leur as dit que t'étais le futur acheteur? En fait, j'aurais surtout expliqué que j'étais le petit-fils de la personne à qui ils l'ont acheté, enfin, en tout cas, de la succession. Et je pense qu'ils ont été clairement touchés par l'histoire, et ils m'ont dit, nous, franchement, ils ont fait quasiment tous les travaux que j'aurais fait, foncièrement. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est une baraque immense, enfin, c'est fou. Ils m'ont dit que oui, potentiellement, ils seraient vendeurs peut-être dans 10-15 ans, et je leur ai laissé mon numéro, et je leur ai dit, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Et je sais que je la relancerai assez régulièrement, et tu vois, là, tout ce que je vais construire aussi à titre personnel en termes d'invest, c'est pour cet objectif dans 10-15 ans, le jour où ça sera en vente, il faudra que je sois prêt, quoi. Et pourquoi ça te tient autant à cœur de racheter cette maison? Parce que je pense que j'ai pas une famille qui est famille, et moi je veux l'inverse, sans les excès ou quoi que ce soit, mais je veux, encore une fois, je te le dis, je veux que mes enfants, ou la famille par alliance ou quoi que ce soit, vivent les bons souvenirs que j'ai vécus avec et qu'ils puissent avoir un endroit où tout se rassembler. C'est la symbolique de la maison, le fait de se rassembler, d'avoir un endroit où... Ouais. Et puis, je me sens bien là-bas, tu vois. Donc, c'est aussi un objectif personnel parce que ça veut dire que, encore une fois, financièrement, je suis bien aussi parce que c'est résidence secondaire. Voilà. Et puis, la mer, c'est quelque chose qui m'apaise de ouf. La pêche, depuis que je suis petit, j'allais faire de la pêche à pied, tu sais, ramasser les crabes et tout. Je pourrais encore le faire maintenant, tu vois, j'adorais ça. Je passais des heures tout seul là-dedans. L'odeur, tout m'apaise, quoi. Donc ouais, c'est clairement un objectif. Dans la famille, tout le monde me prend pour un fou, un peu moins maintenant. Parce qu'ils voient que je commence à être vraiment très déter. Et je vais le faire. Maintenant, je suis pas pressé, quoi. Ça arrivera quand ça devra arriver. Ouais, le timing est plutôt pas mal, tu vois, ils m'ont dit 10-15 ans, franchement, ça fait 40-45 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, alors, le seul truc, c'est que l'immobilier explose en ce moment, donc oui, ça va être de pire en pire, sûrement, mais... C'est voilà. Mais c'est un objectif. Moi, je sais que je fonctionne vachement par objectif, et si j'ai pas une vision de là où je veux aller, j'y vais pas, tu vois. Donc, je pense qu'on est un peu tous pareils, hein. Ouais, c'est important, je pense.
vraiment De se fixer des objectifs. c'est important. Et j'ai une dernière petite question. Ouais. Quel conseil tu donnerais au petit Yann qui était perdu, qui savait pas quoi faire, qui était un peu rebelle, avec le recul que tu as aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai du mal à me remettre dans les chaussures que j'avais quand j'étais petit. Déjà parce que c'était pas incroyable, mais ça dépend quel âge. Quand tu dis petit, le petit Yann, il avait quel âge? Celui qui déménage à Rennes, qui est un peu perdu, qui a pas de cadre, le cadre qu'il aimerait, et qui sait pas quoi faire. Foncièrement, je dirais de pas changer grand-chose et de continuer à croire qu'il fera des choses exceptionnelles. Et peu importe ce qui cache derrière une chose exceptionnelle, en soi, on en fait tous si on le veut. Mais surtout, peut-être d'accorder moins de crédit à tout ce qu'on raconte, tout ce qu'il faut faire pour être la personne que tu veux être. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perdu de vouloir rentrer dans des chemins qui n'étaient pas le mien. À rentrer dans le moule, ça, c'est... Ouais. Et c'est compliqué d'avoir déjà cette. Je sais que des gens sont capables aussi jeunes. Moi, j'étais pas formé pour ça et Ça dépend d'où on vient. ouais, j'avais trop de travail à faire sur. Mm. Moi, tu vois je sais que j'en discute assez souvent avec ma mère. La seule chose, tu vois, que je regrette un peu dans l'éducation que j'ai eue, c'est qu'on m'ait pas appris à croire en mes rêves. Et je pense que ça paraît bateau, mais c'est quelque chose qui s'apprend vraiment. Et je sais que je ferai en sorte d'essayer de le transmettre ça. Et donc ouais, je dirais peut-être ça, en fait. Et toi, tu croyais en toi depuis tout petit? Je sais pas si je croyais vraiment en moi, en vrai. Je croyais en l'idée que j'étais à part. Mais je suis pas sûr que je croyais réellement en moi. Je pense que c'était un peu les mauvaises raisons. Mais surtout, j'aurais aimé croire en mes rêves très tôt, parce que ça m'aurait évité de m'égarer. Mais en même temps, est-ce que s'égarer, ça fait pas le chemin, tu vois? Si, c'est ça. T'as appris d'autres choses et ça fait Exactement. que tu es la personne que tu es aujourd'hui, quoi. Donc tu vois, encore une fois, ça revient sur le discours, je regrette pas grand-chose. Tu sais, les phrases de si j'avais su, j'aurais fait ça. Mm. Moi, je Les déteste ça. pires phrases, ouais. C'est horrible, c'est atroce de dire ça. Tu peux pas savoir, t'as fait comme t'as pu avec les infos que t'avais à ce moment-là, le mindset que t'avais, la capacité que t'avais. Il y a tous des choses où on a des blocages, où on est bon, on n'est pas bon. Et ce sera toujours le cas. Il y a personne qui est bon partout, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui ont peut-être mieux compris comment valoriser leurs forces et leurs faiblesses. Et s'entourer surtout. Je pense que ça, le plus important, c'est de bien s'entourer. Et ça, tu vois, je l'ai compris il y a un petit moment quand même. Mais à ce moment-là, je pense que je l'avais pas capté. Que l'entourage fait la force. Et que le réseau fait la force. Ça. Dans vie personnelle, professionnelle, ce que tu veux. À tous les niveaux. Si Ouais. t'es bien entouré, tu peux réussir C'est plus facile. à ta manière. Bah oui. Tout est plus facile puisque tu apportes aux gens et ils t'apportent en retour et il y a même pas de recherche de calcul ou quoi que ce soit, c'est juste ça se fait naturellement. Mais je te dis, j'ai du mal à répondre à ces questions-là parce que je voudrais rien changer en fait. Ouais, mais c'est bien, c'est un bon conseil. C'est-à-dire, Ouais. prends les choses comme elles viennent et ne change rien, quoi. Mais vraiment croire en ses rêves, ça paraît tellement bateau de dire ça. Pas tant que ça, en vrai. Parce Mais que je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui croient vraiment. Ouais, c'est vraiment croire sincèrement et surtout de faire en sorte que ça arrive sincèrement et de balayer d'un revers de main les gens parce que t'en croiseras tout le temps, des gens des sachants qui n'ont jamais rien fait et qui ont forcément essayer de te remettre dans le droit chemin. Pourquoi? Enfin, dans le droit chemin, dans un chemin classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pas envie que tu y arrives de cette manière. Ils ont pas envie que tu leur prouves que c'est possible et que eux, entre guillemets, c'est pas une question de couilles ou quoi que ce soit, n'ont pas cette démarche. Et ton père a réagi comment à tout ce que tu as pu construire jusqu'à maintenant? Écoute, je pense que j'aurais jamais ces discussions, donc je le saurais jamais. Ouais, tu sais pas du tout. Mon petit frère m'a plus ou moins expliqué, j'ai du mal à y croire qu'il suit de ouf ce que je fais, etc. Ça Donc m'étonne pas. ça me paraît assez fou. Moi, j'ai jamais cherché à le confronter, et tu vois, je le saurais jamais. Je pense pas que j'aurai l'occasion de lui parler avant qu'il parte. Mais je sais pas, et foncièrement, je pense que je m'en fous. Bon, si t'es Donc, aligné avec ça. donc je t'ai dit, c'est plus un moteur, c'est plus ce qui me pousse à réussir. Si tu veux, plus jeune, je rêvais d'arriver avec toute ma réussite et de dire, ah, tu vois, regarde, je suis 10 fois meilleur que toi. Sauf que foncièrement, je sais déjà que je vaux 10 fois plus, tu vois. Mais j'ai plus besoin de le prouver ou quoi que ce soit. Je suis heureux dans ma vie et c'est tout ce qui compte, quoi. Écoute, c'est le principal.
Merci Yann De rien, avec pour plaisir. cette interview. C'était vraiment très enrichissant. Avec plaisir. Je te souhaite de réaliser tes rêves. Bah toi aussi, parce que t'as un concept qui est très cool et je te dis, moi je m'en connais vachement dans la manière dont tu abordes les choses. Et je pense qu'il y a moyen que tu fasses péter tout ça, quoi. Bah écoute, j'espère. C'est le but. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.